Bonsoir, soyez les bienvenus dans Camailleux de femmes. Alors, ce soir, nous allons parler de pas mal de sujets. 60% des salariés dans le secteur public ou privé affirment avoir déjà subi un agissement à caractère sexiste ou sexuel dans le cadre de leur travail. Une personne sur deux déclare qu'il s'agit de blagues à connotation sexuelle. 14% qu'il s'agit de regards insistants sur une partie de leur corps, de sifflements, de bruitage ou de bruits grossiers à connotation sexuelle. 10% mentionnent une proposition d'acte sexuel et 6% disent avoir été carrément touchés sans leur consentement, et ce qui relève, disons-le, quand même du délit d'agression sexuelle. Une réalité qui touche une travailleuse sur 3. Voilà. Non, c'est faux. 3 fois plus les travailleuses que les travailleurs. Pardon. Et oui, mais bon, la fiesta est terminée. Pourquoi? Parce que depuis le mercredi 30 mars, c'est-à-dire demain, puisque nous filmons cette émission, une loi adoptée en août 2021 viendra durcir la répression du sexisme en entreprise. Youpi! En permettant de qualifier de harcèlement sexuel les comportements à connotation sexiste répétés. Toutefois, ça m'évoque quand même une autre loi, celle qui avait été votée le 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple ayant des incidences sur les enfants. Or, si nos magistrats appliquent aussi bien la loi du 30 mars 2022 que celle du 9 juillet 2010, soyons honnêtes, on est quand même mal barré. Bref, aujourd'hui, avec mes invités, ce que nous interrogeons comme chaque jeudi, c'est la place de la femme dans la société. Alors aujourd'hui, ce soir, je reçois Stéphanie Génivre. Bonsoir. Infirmière anesthésiste, suspendue depuis septembre 2021, qui va nous exposer à la fois ses choix et puis sa vie. Voilà. Delphine Rouche. Bonsoir. Auteure de la pièce Égoverdose et comédienne, qui est venue avec Adeline Hervouet, comédienne. Et alors toutes les deux ont une histoire assez singulière, et elles vont nous en dire un peu plus long juste après. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Tiffany, alors j'ai fait une petite faute sur ton dit, mais il va falloir que tu nous expliques pourquoi dit. Oui, hein? Tout à fait. Bah, on peut même dire Tiffany D en fait. D, ah ouais. Ouais, la lettre D. Ah ouais, d'accord, bon, pardon. Mais je vous expliquerai. Ouais, donc autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, coach, conférencière engagée pour les droits des femmes, des enfants et des personnes animales, et qui parle un curieux langage dans lequel, figurez-vous, mais oui, ça existe, le féminin l'emporte sur le masculin. Et puis nous avons Léna Golovina, plasticienne, bonsoir, artiste peintre et illustratrice, qui nous vient donc des steppes. Oui. Oui. De l'oral. Voilà. Enfin, pas directement, ouais. Alors que j'avais eu la joie de rencontrer lors d'un vernissage d'une de ses œuvres éphémères, puisque c'était contre un mur, et la rue Androuet à Montmartre. Voilà. Oui, c'était une peinture murale. Une peinture murale, donc. Pour le 8 mars. Ah, c'était pour le 8 mars C'était pour le aussi. 8 mars, oui. Ah oui, j'avais oublié. Le jour D'accord, des femmes. très bien. Et tu as récupéré l'œuvre ou comment? Non, il était éphémère, donc après, D'accord. il y a quelqu'un d'autre qui a peint par-dessus. D'accord. Alors, bon, c'est une émission un petit peu spéciale. Alors, peut-être que nous aurons des gens au téléphone, peut-être pas. C'est le mystère. Alors, on va commencer par Stéphanie. Stéphanie, maintenant tu es une habituée des plateaux, hein? Et oui, parce si que... on veut. Voilà, alors, Stéphanie, donc, infirmière anesthésiste, le 2 mars 2022, le Conseil d'État a donné raison à l'infirmière de Rennes suspendue par l'hôpital de Lorient. Ainsi, selon une décision du Conseil d'État, une infirmière non vaccinée n'aurait pas dû être suspendue par l'hôpital de Lorient alors qu'elle était en arrêt maladie. En effet, si un agent en arrêt maladie peut être suspendu, la date d'effet de la suspension est nécessairement postérieure à la fin de l'arrêt maladie.
Alors, je suppose que cet arrêt-là est un soulagement pour toi. Oui, bien sûr, parce que je suis vraiment concernée, je rentre tout à fait dans ce cas de figure. Donc, en fait, des suspendus avant la date d'obligation vaccinale. Ce sont des gens qui sont en arrêt maladie avant la date légale. Donc, rappelons les dates, c'est-à-dire on passe l'été 2021, on apprend qu'il faut un pass sanitaire, puis on nous parle d'obligation vaccinale pour les soignants. Voilà, et pour les salariés, pour ceux qui exercent en tant qu'employés, c'est donc le 15 septembre. Voilà, il y a un délai supplémentaire pour les libéraux. Oui, okay, 15 septembre 2021. Et donc, il y a des gens, mais comme il peut arriver de façon tout à fait naturelle, qui se retrouvent en arrêt maladie avant le 15 septembre. Et oui, et donc là, suivant les directions, suivant les hôpitaux, la loi n'est pas appliquée, ou la loi est un petit peu interprétée. Voilà. Et donc, et tout à fait. Et moi, par exemple, je suis en arrêt maladie le 11 septembre, mais je serai suspendue le 13. Le 13. Donc, tout ça, avant le 15. Donc, surtout, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ça. De fait, je pensais pas me retrouver dans cette situation. De fait, quand elle se présente, j'ai dit, bon, mais ça va rentrer dans l'ordre, parce qu'il y a quand même double illégalité. Et 6 mois plus tard, c'est quand même toujours compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, il y avait zéro salaire, zéro indemnité journalière. C'est-à-dire pendant l'arrêt maladie, parce que comme tu dépends de l'hôpital, tu es payé par... Oui, il y a une subrogation, il y a des arrangements entre la sécurité sociale et l'hôpital. J'ai un statut de fonctionnaire, et donc c'est l'hôpital qui verse les indemnités journalières. Donc en fait, vous avez toujours l'impression d'avoir votre traitement. Oui, il maintient le niveau de vie. Voilà, vous avez toujours votre fiche de paye en fait. C'est pas vous n'avez pas un document en plus stipulé. Oui, alors que nous, on est du privé plutôt là, et donc en fait... on fait des démarches auprès de la Sécu, on n'a pas de voilà, en tant que fonctionnaire, il y a une petite prise en charge. L'hôpital dit stop. Voilà, l'hôpital ne va pas appliquer la loi comme elle a été faite et va suspendre les gens. Enfin, certains, pas tout le monde, je vous dis, ça a été de façon aléatoire. Enfin, ça dépend comment ça dépend des directions en fait. Voilà. D'accord. On peut dire de quelle ville tu dépends? Alors écoutez, je crois que c'est pour remercier l'hôpital. Je vous dis, j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai un peu tout perdu. Je vois pas quel risque je peux prendre en plus. Mais oui, non, je fais partie d'un hôpital de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. APHP. APHP et HEGP, voilà, Hôpital européen Georges Pompidou. Pour qu'on situe bien, c'est une profession qui est une passion. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La spécialisation aussi, bien sûr. Oui. Et comment dire, lors de la saison 1 du Covid, tu étais forcément dans l'action. Ben, complètement, oui, j'étais vraiment dans le bain et on a été donc dépêchés de notre activité de bloc opératoire sur la réanimation Covid, à la fois en renfort sur l'équipe de réanimation et à la fois sur la création d'une unité de réanimation dans une salle qui n'en était pas une. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Évidemment, nous avons connu les peurs, évidemment. C'est une époque où le virus fait quand même un peu peur et on dénonce une mortalité très importante. Voilà, donc on a peur de l'attraper, on a peur de le transmettre, on a peur d'en mourir. On n'a pas forcément les protections adaptées, on va dire adaptées. Après, il n'est pas non plus toujours facile de respecter tout le protocole. Et c'est quand vous travaillez sur 12 heures, donc on faisait presque 13, c'est pas du tout facile de passer à chaque fois beaucoup de temps à s'habiller, se déshabiller et savoir si on a bien mis. Vous savez, quand il est 4 heures du mat et que ça sonne de partout, et que vous avez beaucoup de travail, est-ce que vous avez bien mis les doubles paires de gants, les surlunettes, les surchaussures, enfin bon, voilà, c'était... Et donc vous finissez parfois par ne plus vous protéger correctement et là arrive aussi la culpabilité, quoi. Donc, et puis le manque du matériel, et puis beaucoup de peur. Donc il y avait une grosse pression. Le travail était aussi très très lourd. Le travail était excessivement lourd. C'était des patients très très lourds. Ouais. Les patients de réanimation, et là ils étaient tous techniqués de la même façon. Ils avaient tous un peu les mêmes soins. C'était très très lourd, très très lourd. D'accord, donc là ça commence en mars 2020, un peu avant mars ou mars 2020? Non, nous on a commencé à monter en charge des patients vers le 20 mars. 20 mars, ok. Voilà, jusqu'à fin avril. Ok, et donc pendant tout ce temps-là, toi tu as assuré?
Oui, oui, bien sûr, Voilà. pendant tout ce temps-là, oui, oui, on a fait le Parce que moi, je travail. me rappelle, bon, moi, je sais que tu avais fait des choses aussi, mais moi, j'avais chanté pour les soignants à 8 heures. Voilà, et donc c'était voilà, un grand soutien. Et c'est vrai que ça a été un peu surprenant voilà, qu'à un moment donné, un an plus tard, bah, finalement, le soignant qui ne veut pas se vacciner devienne un ennemi en fait. Voilà, c'était un peu ça. Tu veux dire quelque chose? Voilà, et donc, alors, une autre. Non, je voulais juste préciser qu'en effet, si on est contente de cet arrêt qui permet de pouvoir retrouver ses droits au moins d'arrêt maladie, bon, ça, déjà, ça ne concerne que les gens en arrêt avant le 15. Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas complètement régler le problème. Puisque moi, j'ai touché des indemnités journalières de la sécurité sociale et non pas de mon employeur. Donc, c'est pas les mêmes droits. Donc, j'en ai encore pour quelques semaines à vraiment régler le problème. Oui, voilà, c'est une jurisprudence, donc de toute manière, ça. Ah oui, ça mais va les être hôpitaux ne obligatoire. répondent pas quand même. Oui, mais il faut les assigner, puis c'est tout. Donc ça veut dire qu'en fait, Encore du combat. Oui, c'est ça, c'est du combat, mais bon voilà, au moins il y a des solutions juridiques. Et ça veut dire que là, concrètement, t'es encore suspendu, enfin voilà. J'avais lu donc cette infirmière qui s'appelle Hélène avait expliqué que effectivement l'arrêt était un grand soulagement pour elle, qu'elle attendait ça et qu'elle va pouvoir enfin se recentrer sur elle-même et envisager finalement de prendre ses distances par rapport à l'hôpital. Alors où en es-tu toi? Bah, c'est sûr que je prends aussi beaucoup de distance par rapport à l'hôpital et par rapport à ma profession. Bon, c'est quand même une façon un peu extrême, un peu extrêmement violente de prendre de la distance. Moi, j'avais personnellement commencé auparavant à vouloir justement faire évoluer ma situation parce que je me rendais compte que la situation des hôpitaux devenait de plus en plus intenable, devenait de plus en plus difficile puisqu'on est en train de déshumaniser complètement les actes, les soins. Donc, depuis combien d'années? Il faut dire que ces 15 dernières années... Les 15 c'est pire, mais c'est plus loin. Hein. Ah bah oui, je pense que depuis qu'on a une politique de réduction des coûts, de rentabilité, bon bah voilà, mais le Covid a marqué un coup de grâce quand même. Quoi, hein, oui. Alors est-ce que c'est vraiment le Covid? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir diminué des lits par exemple? Non mais si, il y a une politique qui depuis au moins 20 ans nous fait réduire les coûts. Les coûts, bah, c'est beaucoup le personnel. Donc bien sûr, c'est une volonté politique et qu'on subit depuis très longtemps. Mais le fait est, c'est que quand vous arrivez déjà et que vous peinez et qu'il vous tombe une crise sanitaire de l'ampleur qu'on a connue, c'est toutes ces failles qu'on colmate un peu tous les jours qui là s'effondrent, quoi. Donc où là, c'est très... on peut plus cacher, quoi. On peut plus masquer. Alors Stéphanie, je vais me faire l'avocate du diable. Attention. Ouais. Les soignants sont censés, mis à part le débat de mettre en arrêt maladie, enfin quelqu'un qui a un arrêt maladie le suspendre, mais les soignants sont censés se vacciner par exemple contre l'hépatite B. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me parle de ça, qu'on évoque l'hépatite B quand on parle du Covid. Je ne vois pas, je me pose des questions, pourquoi les gens font cette question-là. Ça n'est pas du tout la même maladie. Le Covid se soigne. L'hépatite B, c'est vrai que quand ça devient chronique, c'est vrai que c'est un traitement à vie. Ouais. Mais bon, ça ne guérit pas. Le Covid, on en guérit. Hein, ça se soigne. Alors ça se soigne comment? Ça se soigne. Attention, j'ai fait une chronique là-dessus parce que... Bah, écoutez, moi, il faut trouver les bons soignants. Alors, il y a Réinfo Covid. Oui, tout à fait. Et oui, et puis Alliance Humaine. Tout à fait. Donc moi, je fais partie du collectif de la branche de Réinfo Covid, du collectif oui, le collectif de Réinfo Covid, la branche de Covid Soins. Je suis soignante dans Covid Soins. Je sais que tu n'es pas médecin, mais est-ce qu'on soigne le Covid avec du Doliprane? Bien sûr que non, c'est évident que si on soigne le Covid avec du Doliprane, eh ben, on arrive à ce qu'on a connu sur la première vague. Quoi. Voilà, merci. Et ce qu'on connaît des malades par la suite qui arrivent en effet sans ayant eu de traitement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a Et il faut dire aussi par rapport à l'hépatite B, c'est pas du tout la même injection, c'est pas du tout le même vaccin. Mm. Et puis ça s'attrape pas de la même façon. Je veux dire, l'hépatite B, ça se transmet par le sexe et le sang. Voilà, alors que le Covid, c'est par respiratoire. voilà, c'est respiratoire. Donc, enfin, je comprends pas pourquoi on compare. Est-ce qu'on a le même maladies, recul ça. sur ces deux En plus, maladies? voilà, le vaccin, bon, je pense que par rapport à l'hépatite B, il est quand même connu, il n'était pas en phase expérimentale quand on... Ah oui, mais alors ça veut dire quoi, phase expérimentale? Parce que je sais Apparemment, pas. il n'a pas fini ses tests. Du coup, il a une autorisation conditionnelle sur le marché. Et justement, écoutez, le problème, c'est que cette autorisation qui est conditionnelle, elle tombe s'il y avait un traitement efficace. Ah mince, pas de chance. Ah, Est-ce qu'on peut prévenir la maladie en boostant son système immunitaire? Parce qu'à chaque fois, je trouve que ça nous déresponsabilise un petit peu de tout le temps dire bon ben voilà, vous tombez malade, il y a un médicament. Mais est-ce qu'en en amont, on peut pas aussi faire attention, prendre soin de soi ah, bien sûr, de c'est toute beaucoup parlé manière. de la vitamine C, vitamine D, le zinc. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. C'est d'abord c'est ce qu'on appelle un terrain, quoi. Voilà, on a bien vu, moi, et moi je l'ai vu sur la réanimation, les patients qui étaient là, il y a un certain âge, l'obésité extrêmement présente, le diabète extrêmement présent, les pathologies cardiaques extrêmement présentes. Donc c'est sûr que je pense que toute maladie peut être favorisée par un terrain déficitaire, quoi. Donc il est évident que je pense que l'avenir de la santé de demain, c'est la prévention, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la médecine intégrative. Et c'est ça je pense qu'il va falloir développer énormément, mais surtout, nous avons une politique qui ne souhaite pas aujourd'hui, qui ne prend pas en considération ça, et qui justement nous emmène vers une santé Médicalisée, je vois. non, mais surtout robotisée, j'ai envie de dire. On nous déshumanise complètement. Donc il y a tout un travail. Alors j'avais entendu, enfin non, j'ai lu un article en novembre 2021 qui expliquait qu'en fait, à l'époque, on était à la deuxième dose, hein, maintenant on en a la quatrième. Hein. En fait, les laboratoires gagnaient $1000 par seconde qui passe. C'est ça aussi. C'est beau. C'est-à-dire qu'il y a un formidable enjeu. Nous sommes des bons clients. Non, mais donc, voilà, ce que je voulais aussi dire par rapport à l'hépatite B, vu qu'on la compare souvent, moi personnellement, j'ai été vaccinée contre l'hépatite B. Ah, donc tu n'es pas anti-vax? Je ne suis pas Rassure-nous. anti-vax. Je me pose un peu plus de questions aujourd'hui, certes, mais je ne suis pas anti-vax. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, on ne revaccine pas comme ça de l'hépatite B. Je veux dire, on fait toujours un dosage d'anticorps. Et oui, mais tu as vu que les anticorps, ça sert à rien ici maintenant. Donc, je veux dire, je ne sais pas pourquoi les gens comparent ces choses-là. En fait, non, c'est une très bonne comparaison pour voir ce qui se fait par rapport à d'autres réels vaccins normal. Et voilà. J'ai une question. D'ailleurs, quand on est censé faire cette injection tous les 3 mois, est-ce qu'on peut encore parler de vaccin? Parce que moi, mes vaccins, je les refais tout tant d'années. Ah oui, il y en a tous les 20 ans. Ouais, est-ce que là, on peut pas... Est-ce que c'est pas davantage un traitement? Je sais pas, c'est appelé une thérapie génique. Thérapie génique. Bon, moi après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, voilà. Mais j'ai des connaissances et puis j'ai un cerveau. Et donc là, par exemple, comment est-ce que tu envisages l'avenir? Oui, bon, ça c'est un peu compliqué, on vit surtout au jour le jour, là, hein, d'accord. On essaye de vivre au jour le jour et de vivre au mieux possible au jour le jour. Donc, et déjà, je veux dire, c'est tellement violent ce qu'on a vécu, c'est tellement violent pour tous les personnels qui ont subi, qui ont eu à subir cette obligation et ses conséquences quand on n'était pas donc injecté. C'est inouï, et en plus moi, pour les personnels comme moi qui ont travaillé vraiment avec des Covid, qui ont eu déjà un stress énorme au départ, et moi ce qui m'a fait que je suis tombée en arrêt maladie, c'est vraiment la maltraitance institutionnelle après cette... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, oui, voilà, après cette dure période en réanimation, donc où j'ai lâché mon 80%, on m'a fait travailler à temps plein, on m'a rien demandé, j'ai rien signé, évidemment, il fallait être là. Donc j'ai travaillé à temps plein, voilà, avec des jours et des nuits sur les mêmes semaines. Eh bien, j'ai été payée à 80%.
Voilà, bon, donc Très je bien. pensais que... Magnifique. Et puis il y avait un décret qui était sorti sur les heures Covid, sur les heures supplémentaires. Oui, il n'y avait les pas heures Covid. un gain, non? Voilà, Ouais. voilà, ça devait être des heures un peu Hum. payées Oui, en heures supplémentaires, sup, ouais. voilà, Ouais. défiscalisées, etc. Oui. Bon, évidemment, on n'en verra pas la couleur, mais c'est surtout que comme il n'y a plus de malades en réa, enfin, les malades Covid, du jour au lendemain, la charge de travail a baissé, il n'y avait plus de malades en Covid, mais les blocs n'avaient pas repris. Donc, ben, il n'y avait plus de travail pour moi, pour nous. Et Ça, j'ai pas compris. Ah voilà, bon, moi je travaille au bloc opératoire. Oui. Donc on Et- est passé en réanimation. Ah, On a là, arrêté ouais, le ok. bloc, Ouais. quasiment, Ouais. voilà, et on est donc passé en réanimation. Hum. Une fois qu'il n'y avait plus de malades de Covid en réa, Oui. ben, on retournait dans nos blocs. Ben oui. Mais bon, les logique. blocs, ils n'avaient pas l'autorisation de l'ARS pour réouvrir. D'accord. Ah, Voilà. c'est intéressant. Bah, il fallait déjà les reconditionner, etc. Et puis, bon, bref, certainement des mesures à prendre Hum. pour la D'accord. réouverture. Donc du coup, ils ne savaient plus quoi faire de nous. Donc on m'a dit, bah maintenant, vous restez chez vous, et puis on vous décompte vos heures. Pendant ce temps-là, je pense que vous tous, enfin non, peut-être pas vous, je sais pas, mais la plupart des Français sont ou en télétravail ou en chômage partiel. Là, je pense pas qu'on soit en télétravail. Non, mais non, non, mais je sais pas si en Ah tant oui. qu'artiste aussi vous aviez le chômage partiel ou pas. Je sais que c'était On compliqué. n'a pas le aussi chômage. pour- Non, on a Ouais. eu un peu plus de temps quand on était intermittente pour faire nos Ouais, heures. voilà, c'est ça. On a eu, L'année blanche. l'année blanche, Voilà. ouais, un an de battement. Voilà. Heureusement. Voilà, alors moi je me dis, bah, nous on va au front, et puis bah, après, bah, on n'a plus besoin de toi, reste chez toi, et puis on te décompte tes heures. Hum. Bah, comme ça, il n'y a plus d'heures sup à payer, c'est quand même vachement bien. Alors, Et puis si t'es pas contente, il y a quand même du boulot en gériatrie, donc on peut t'envoyer en gériatrie. Ah, c'est bien. Et je C'est sais ta pas pour... spécialité, la gériatrie. Bah, déjà, la réa, c'est vraiment un autre métier que le bloc. Donc, Ah bah oui, moi, j'avais bah, pas dis donc, vu tu- un malade dans un lit depuis Tu 15 te ans. diversifies, là, c'est bien. Donc, un individu, c'était vraiment difficile quand même. C'était vraiment compliqué. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle la maltraitance institutionnelle. Et D'accord. c'est ce qui m'a vraiment rendu malade. C'est pas le travail en réa, c'est D'accord. la suite. Et donc là, stratégiquement, ça veut dire qu'il faut que tu restes en arrêt maladie. C'est-à-dire, la maladie n'est pas forcément une stratégie. Hein. Non, c'est surtout qu'il faut être capable, et physiquement et mentalement, de Hum. pouvoir reprendre un Et travail. est-ce que tu te sens capable lequel de faire ça? Eh bien, avant de pouvoir reprendre un travail, bon déjà, moi j'ai eu une blessure au corps physique depuis 4 mois que je souffre toujours. Et moralement, je vis la colère, enfin je dois vivre les étapes du deuil. Hum. Voilà, pour pouvoir... voilà, donc bah, Oui, je donc passe une les certaine étapes. philosophie. Voilà, mais on peut pas, enfin c'est très difficile de se reconvertir comme ça du jour au lendemain, quand ça fait 25 ans que vous avez donné dans la fonction publique. Mais c'est surtout, si vous voulez, que moi, évidemment, je croyais en mon métier, j'ai fait 25 ans dans le service public, j'ai des valeurs, je portais des valeurs. Hum. Et c'est ça qui s'effondre. Et ça, c'est pas mes valeurs qui s'effondrent, mais c'est-à-dire que l'hôpital dans lequel je croyais, en fait, je me rends compte que mes valeurs, il n'en a rien à faire, que le malade, il n'en a rien à faire, le soignant, il n'en a rien à faire. Et moi qui pensais on pouvait soigner tout le monde, etc. Enfin bon, voilà, c'est fini, c'est pas vrai, on déshumanise complètement. Tu veux dire que c'est un système à l'américaine qui se profile? Bah oui, c'est ce qui se profile. Si D'accord. on ne se réveille pas, Hum. si on ne se bouge pas, aujourd'hui nous sommes tous en danger, tout citoyen est en danger, est en perte de chance, puisque nous n'avons plus les moyens d'assumer la santé de la population. C'est- D'accord. Alors, juste pour terminer, le salaire moyen d'une infirmière? Ah oui, 1800 €, c'est ça? Ouais. Ouais. Gagné, bingo. Ah ouais. Est-ce que c'est un métier plutôt masculin, plutôt féminin? 86,6%. Eh Mais ben, Macron, il parle quand même des infirmiers. ouais. Oui, alors ils sont en minorité, donc on va pas en parler ce soir. Mhm. Mais Accord de Et- majorité, les infirmières. voilà, c'est vrai. Donc effectivement, une bonne transition. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est un métier qui attire peu les hommes? Je me suis toujours posé la question. Je pense que c'est d'abord à eux qu'il faudrait demander. Ensuite, c'est vrai que bah, le fait de vouloir de prendre soin, de s'occuper des autres, Maternage, voilà, c'est un peu plus attribué. Mmh. Et l'historique montre enfin, les premières infirmières où c'était des sœurs. Voilà, ouais, c'était des sœurs et des péripatéticiennes qui se rattrapaient ben oui, du péché commis. Donc voilà. Et puis Le voilà. don de soi, quoi, en fait. Voilà, le don de soi. Ouais. Le don, la docilité,
Après, les femmes sont réduites, 80% des femmes sont contenues dans 14% seulement des catégories socioprofessionnelles, en majorité le soin des autres. Et donc ça a tout à voir avec le patriarcat, avec la manière qu'on a de nous éduquer. Nous, on est là pour s'occuper des autres et les mecs, ils sont là pour vivre leur vie. Donc forcément, ça fait une sacrée différence. Et oui, on est vraiment parqué dans très peu de métiers. Et plus un métier est féminisé, plus il est dévalorisé. Alors, la poule et l'œuf, on ne sait jamais, voilà, mais le fait est qu'il y a des métiers, par exemple, qui étaient très valorisés et plutôt bien rémunérés en rapport avec les autres à l'époque, qui, quand ils se sont féminisés, ont été à ce moment-là dévalorisés et beaucoup moins bien payés. Par exemple, le métier les instituteurs, c'était la figure dans les villages avec le curé. Bon, à partir du moment où il y a eu plus de femmes que d'hommes dans ce métier-là, hop, c'est devenu de la merde, voilà, dans l'imaginaire. Et donc oui, en fait, il y avait même une étude qui était sortie, et justement, on s'en est rendu compte au moment du Covid, c'est-à-dire que plus un métier est utile, plus il est féminisé, plus il est dévalorisé, et moins il est payé. Plus un métier est inutile, voire nocif à la société, plus il est masculinisé et plus il est rémunéré. Donc l'exemple de ça, c'est les traders. L'exemple du côté des femmes, c'est typiquement les infirmières, les aidantes à la personne, les assistantes maternelles, etc. Donc à l'exception des médecins, cette règle se vérifie et en fait on n'a pas tenu grâce aux traders sur le Covid. On est d'accord? Ça va pas super aider. Ouais. Alors voilà, elle interroge les contes de fées de notre enfance. Elle offre une lecture à rebours et quand elle s'exprime, elle met tout au féminin. Tout à la féminine. Tout à la féminine. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Donc je m'appelle Tiffany Day, je suis donc une artiste féministe. Voilà, après j'ai plein de casquettes, mais notamment j'ai commencé à écrire. Oui, je me féminise toute, mais vous allez voir, on s'habitue très très vite et puis c'est belle et c'est rigolote. Donc j'ai commencé à écrire une pièce qui s'appelle Contes à rebours en 2012, qui tourne toujours parce que la pièce a énormément évolué. Donc je passe mon temps à tourner un peu partout en France, en Belgique, au Québec avec cette pièce-là. Et c'est à la fois une œuvre d'art et à la fois un outil de conscientisation. De compréhension des systèmes d'oppression, de soins pour les héroïnes victimes. Je mets toujours les deux à côté parce que, on pourra en parler, mais le mot victime n'est pas un sale mot. Normalement, le sale mot, ça devrait être violeur. Donc je donne comme ça aussi des pistes d'émancipation via les luttes collectives, via la sororité. Et on passe par plein de registres de langue. Il y a du slam, il y a du chant, il y a du théâtre, du stand-up et plein d'émotions différentes pour essayer de toucher un maximum de public et faire passer des messages féministes. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je voulais reprendre ces imaginaires communs des contes de fées que nous avons toutes et tous partout où Disney a semé sa propagande. Et donc, j'ai voulu écrire cette première phrase des contes de fées qui est Il était une fois. Et là, j'étais bloquée. J'avais un sacré problème de page blanche, puisque je me suis dit, je vais pas commencer par écrire il. C'est impossible. Qui est ce il, ce mec qui compte parader en tête de mes contes? C'est absurde. Et je me suis rendu compte que c'était le même gars qui est là. Dans quelle heure est-il alors qu'on dit 1 heure? Dans il pleut, il neige, il mouille alors qu'on dit la neige, la pluie, la cyprine, la bouille du coup, la cyprine. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir construire une œuvre féministe avec des mots qui détruisent mes idées. C'était impossible. Et cette règle de grammaire qu'on nous apprend encore à l'école primaire, ce truc-là, vous connaissez aussi, le masculin emporte le féminin, en fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas les recherches de Eliane Viennot et de Aurore Evin, qui sont deux chercheuses et autrices et historiennes, qui ont aussi énormément de casquettes. Aurore Evin nous a rendu le mot autrice, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est le mot historique, légitime, qui est apparu en même temps qu'auteur, et que au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu va créer l'Académie française, et là ils vont interdire des mots de dictionnaire, et donc ils vont interdire tous les mots qui veulent pas que les femmes fassent ces métiers-là. Ils veulent pas que les petites filles puissent se projeter dans ces métiers-là, et donc ils vont garder lavandière sans problème, boulangère sans problème. Alors par contre, bizarrement, autrice, ça va disparaître, professeuse, peintresse, philosophesse. Oui, il y a fesse dans philosophesse, ça n'est pas grave.
Et donc, tous ces mots-là, qui sont les vrais mots, hein, qui sont... je veux dire, là, on n'a même pas besoin d'inventer, ce sont les mots historiques, légitimes. Ils vont être interdits de dictionnaire pour interdire aux femmes de pouvoir exercer ces métiers et ces hautes fonctions. Et donc, c'est faire œuvre d'une part de justice et de cohérence, et voilà. Mais d'autre part, faire preuve aussi de mémoire, de mémoire pour toutes nos aînées de la matrimoine, qui se sont... Matrimoine, encore un mot que nous a rendu Aurore Evin. Et donc, elles se sont battues à l'époque pour garder autrice, pour garder médecine ou médecienne, visiblement il y avait les deux, pour garder professeuse ou professoresse, visiblement il y avait les deux, doctoresse, il y a encore des personnes qui disent doctoresse, mais c'est du bon sens. Donc, elles se sont battues pour garder ces mots-là, nos ancêtres, et donc c'est faire œuvre de mémoire que de les réutiliser et leur rendre famage. Voilà, ça c'est un mot par contre que j'ai inventé, ça m'agaçait de dire hommage, et donc je ne parle pas de fromage, ça n'a rien à voir, je suis végane antispéciste. Bref, donc tout ça pour dire que il y a eu, après une rencontre, moi j'avais commencé à écrire Elle était une fois, et que quand j'ai commencé à écrire ça faisait comme une toile d'araignée, puis j'avais plus qu'à prendre le fil et à tirer, et il y a tout ce qui est venu, et je me suis rendu compte à quel point tout était féminisé, masculinisé, pardon, et à quel point dans nos propres têtes, en fait, est intégré, larvé, banalisé la domination des hommes contre les femmes, que ça n'a pas toujours été comme ça, et donc grâce à Eliane Viano, qui a écrit un livre que je vous conseille, enfin qui a écrit plein de livres que je vous conseille parce qu'elle est formidable, mais notamment il y a un livre qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, où elle explique cette histoire de la masculinisation de la langue sous l'égide du cardinal de Richelieu, où c'est à ce moment-là qu'ils l'ont pervertie et détruite, la langue, parce qu'elle était beaucoup moins sexiste. Il y avait la règle de majorité, il y avait la règle de proximité, où on accorde l'adjectif avec le mot qui lui est le plus proche. Donc ça fait que les hommes et les femmes sont égales, et les femmes et les hommes sont égaux. Voilà, c'est assez logique. Et donc toutes ces règles-là vont être fondues dans le masculin l'emporte, au prétexte que le masculin est le genre le plus noble. Ils sont pas emmerdés avec les arguments. Et on continue aujourd'hui à obéir à un cardinal décédé. Alors moi je dis, est-ce que c'est une bonne idée? Déjà quand ils sont vivants, j'obéis pas, tu vois ce que je veux dire? Bon, d'ailleurs une cardinale, hein, on n'a toujours pas vu ça. Donc tout ça pour dire qu'on est certainement parmi les dernières générations, dans des déplaise à Monsieur Blanquer, qui apprennent des règles atroces. Et en fait, c'est très important, et c'est pour ça, on pourrait croire que c'est un petit combat. Mais pas du tout. Si c'était un petit combat, les hémorroïdes, les Alain Finkielkraut et compagnie, nous embêteraient pas à ce point-là, n'est-ce pas? Et ils continuent à se battre parce qu'ils savent que le langage structure la pensée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont imposé que le masculin l'emporte. C'est parce que du coup, dans nos propres paroles, donc dans nos propres pensées et donc dans nos actions, les hommes valent plus que les femmes. Et donc on ne peut pas même plus penser notre émancipation si on n'existe pas dans nos propres têtes. On ne peut pas penser nos propres intérêts. Et en plus, ils ont fait disparaître des dictionnaires le mot sororité. Oui, bien sûr, le mot sororité a existé en même temps que fraternité. Hein. Ça n'existe toujours pas. Sororité, il revient depuis quelques années à peine. D'accord. Peut-être qu'il est revenu, mais moi, je ne sais pas si les académiciens l'ont remis. Ça, on pourrait regarder dans un dico. Moi, je me fous complètement de ce que disent les académiciens, qui sont complètement incompétents. Hein. Ça, il faut bien comprendre. Alors, Eliane Viano explique ça très bien. C'est vraiment juste une cooptation de vieux mecs blancs riches. Ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas comment ils ont survécu à la guillotine, parce que c'est dommage. Hein, on a raté un truc. Mais non, c'est juste que ça a arrangé Napoléon de les remettre. Mais non, c'est terrible. Alors, je me demandais, est-ce que tu as des petits soucis à force de tenir de tels propos? Oui, j'ai des soucis. Est-ce que ça peut embêter, par exemple, certains hommes? D'ailleurs. Oui, alors, bien sûr. Donc, effectivement, j'ai été plusieurs fois repérée par des hémorroïdes, hein, parce que souvent ils sont du même bord. Donc des mascouilles. Moi, en fait, je les appelle les masculinistes. Je trouve masculiniste déjà c'est pas mal, mais masculiniste on voit l'image. Et ça parle de suite. Ouais, hein, tout de suite. On sent le poids de la valseuse là. Et donc, oui, non, ils m'ont repéré bien sûr. Et régulièrement, il y a des chroniques. Ou des articles, il y en a eu un sur Sud Radio, il y a eu un facho, je ne peux pas dire ça parce que si,
Je n'ai pas dit facho, hein, attention. Parce que sinon, On dit pas son diffamation, nom. tout ça, On dit pouf, pas son nom. mais bon, bref, il y a eu des gens sur YouTube, il y a eu sur Causeur, ils m'ont trouvé. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ceux qui écrivent ou qui tournent les vidéos font exprès de se protéger, en fait, au minimum, genre de dire. Je dis pas ça pour vous la cyberharcelier. Super. Sauf qu'ils donnent l'idée, du coup, de le faire, tout en se protégeant juridiquement. Et évidemment, on se prend des trolls dans la tête. Et puis là, c'est par centaines de milliers. Faut pas, ouais. Mais comme toutes les militantes féministes. Hein. Malgré tout, tu continues. Malgré tous. Là, on peut mettre au masculin. Ouais. Hein. Parce que moi, les trucs que j'aime pas, je les mets au masculin. Donc c'est bien le Covid, hein, on revient. Le Covid, c'est aussi le virus plantaire. Enfin, je considère que tant que le viol existe, tout ce qui nous saoule, c'est au masculin. Donc voilà. Mais oui, évidemment que je continue. Et puis la féminine universelle. C'est une histoire très sérieuse, hein. J'ai déposé à l'INPI, nanana. Mais après, elle est reprise par plein de femmes, chacune à leur manière. Il n'y a pas une règle définie. Moi-même, je suis bilingue, parce que quand je vais dans les entreprises pour parler d'égalité et de prévention des violences sexistes et sexuelles, je parle en inclusive, sauf que l'écriture et la parlure inclusive, en fait, le masculin y emporte encore un petit peu quand même. Donc, je suis bilingue. Mais je veux dire, en tout cas, voilà, c'est fait pour élargir des horizons et aussi parce que pour la création, ça... Non, mais c'est très forte, en fait. J'adore. Ouais, je suis totalement fan. Hein. Voilà, tu vois. Mais je vous conseille d'essayer parce que ça nous redresse. Il y a quelque chose où d'un coup, on existe en soi-même et c'est intéressant. Mais il faut essayer avec des gens qui ne vont pas vous saouler. Et alors, là, tu vas participer au festival Hellforest Hellfest. Hellfest. Il n'y a pas de forest. C'est Hellfest. Oui. Alors, la prochaine date, donc ce sera Compte à rebours. Normalement, c'est un spectacle pour les adultes, mais j'en ai fait une version pour les enfants. Donc là, ce sera une version tout public à partir de 8 ans. Et donc, c'est gratuit. Ce sera à Ground Control. C'est un lieu très ouvert, très chouette, vers Gare de Lyon. Et donc, le festival s'appelle Hellfest. Et justement, juste après moi, c'est samedi à 14h. Et samedi à 15h, il y aura Eliane Viennot, dont je vous parlais aussi, qui intervient. Et puis, il y a des super intervenantes vendredi, samedi, dimanche, donc je vous la conseille. Et si je peux me permettre juste de dire une autre date importante. Ah oui. Ah oui, non, vas-y. De la gare, non? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y aura j'ai un autre spectacle encore à la Sorbonne jeudi 7, mais cette fois, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est une autrice de la Matrimoine. Il est très drôle, le titre aussi. La péril mortelle. Ah oui, non, du coup, là, je parlais d'Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul. Là, c'est une autrice de la Matrimoine qui a écrit un manifeste féministe en 1801, qui aurait pu être écrite la semaine dernière, ce qui est à la fois émouvante et insupportable. Donc, c'est gratuit aussi, c'est jeudi 7 à 19h dans l'amphithéâtre Richelieu, ça s'invente pas. Il y aura aussi Geneviève Fraisse, donc ce sera le spectacle, et puis après un échange donc avec une philosophesse. Et puis ensuite, la 26 avril, ce sera encore une troisième spectacle, j'en ai 4 qui... Bref. Et en plus, les spectacles changent tout le temps, sur toute la péril mortelle. Donc Péril mortel, c'est en pied de nez à l'Académie française, où il y avait des académies misogynes. Pour se faire des amis. Qui avait dit que le fait de dire bonjour à toutes et à tous, enfin d'utiliser l'inclusive, c'était un péril mortel pour la langue française. Donc, ça m'a tellement agacé, le texte est tellement hallucinant que j'ai commencé à écrire un spectacle donc, qui évolue tout le temps avec l'actualité. Et là, ça va être une représentation spéciale 2 jours après le second tour. D'abord, ça va être une cellule de soutien psychologique, parce que quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Et puis, en fait, là, j'emmène toute la main dans matriarcat. Donc, les femmes dominent les hommes depuis la nuit des temps. Justifie ça avec des arguments naturalistes qui fonctionnent d'ailleurs bien mieux que quand eux nous font coup. Bref. Et donc, on va imaginer, donc tout est inversé, hein, donc c'est Macron, Zémoroïde, etc. Et suivante qui a gagné, on va revoir la fin de la campagne. Oui, c'est Erika Zémoroïde, Emmanuel Macron, voilà. Valérie Pécreux, enfin bref. Et donc j'inverse toutes. Et donc suivante qui aura gagné, on va revoir la fin de la campagne. J'imagine que Vladimir Poutine nous prépare aussi des petites surprises. Hein. Donc on verra l'actualité et on imaginera les 5 prochaines années que vont vivre les hommes en matriarcat suivante qui a gagné. Ah oui, d'accord. Alors j'avais une dernière question en fait.
que penses-tu du fait que la Belle au bois dormant a été réveillée par un baiser? Je pense que ça s'appelle une agression sexuelle et c'est 5 à 7 ans de prison. Voilà. Antoine le prince, oui, oui, tout à fait. Alors, non, mais il faut être bien clair, hein, si une personne est donc non consciente, inconsciente, n'a absolument rien demandé, hein, du coup, et que vous l'embrassez, ça s'appelle effectivement une agression sexuelle et c'est 5 à 7 ans de prison. Ça recadre un peu. Donc, alors, Tout dépend peut-être comment on l'embrasse, non? Ah non, 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 non. Les textes de loi se foutent complètement de si on met la langue ou pas. Hein. C'est très, très clair. Très, très clair. Alors, à part, voilà, s'il s'agit d'une réanimation cardiaque, mais là, du coup, on est loin d'un baiser. Et puis, franchement, dans la scène de Blanche-Neige ou de la Belle au bois dormant, il est clairement pas en train d'essayer de les réanimer. Hein. Surtout que dans les versions d'origine, la Belle au bois dormant, enfin d'origine, non, réécrite par des masculinistes au 19e siècle, parce qu'au départ c'est pas ça les versions non plus, c'était de l'art oral et en fait c'était les mères qui racontaient aux enfants, donc ça devait être encore complètement autre chose, mais dans les versions Perrault, Grimm et consorts, carrément la Belle au bois dormant tombe enceinte alors qu'elle dort, elle continue à dormir pendant toute la grossesse et elle se réveille que quand elle accouche de jumelles jumeaux. ah bon? Comment ça s'appelle? Alors là on est sur du viol et c'est 20 ans, voilà. Ah oui, intéressant. D'accord. Oui, oui, non, mais... Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir retravailler ces imaginaires et d'essayer, voilà, blague à part, de reprendre ces imaginaires-là pour faire rêver à ce que ça pourrait être l'égalité, le respect, le désir comme impératif de toute relation sexuelle, sensuelle, parce que... ce qu'on a pour rêver d'être toute petite, tout petit, c'est ce qui devient désirable. Et donc c'est par là qu'on va amener la vie et nos parcours. Et donc si on arrive à faire rêver à des sociétés de respect, d'égalité, à faire que ce soit désirable, bah, c'est par là qu'on ira. Donc c'est ça l'objectif. Eh ben, bravo, hein. Ouais. Et alors, Je peux plus parler là. une des 500 marraines Oui. pour éliminer la violence faite aux femmes. Oui, bah avec toi déjà, hein, avec vous, on se dit Oui, bon. oh, oui, bon. Oui, effectivement. Mais donc, c'est le collectif Mots et Mots de femmes qui a téléphoné à Rabat tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux le rappeler, peut-être, ce monsieur? On peut essayer. Ouais, Il y a eu 2 ou 3 appels. Hein, mais on met le comme, haut-parleur. Ah, oui. Ah bon, bah, c'est sympa. Parce que j'ai pas fait d'annonce pour que les gens appellent, donc c'est... Merci. Mais en tout cas, non, il n'y a aucun problème pour parler comme on parle. Enfin, le but, c'est pas de culpabiliser des copines, parce qu'on est déjà assez culpabilisés comme Oui, ça. parce que comment les femmes prennent ça, par exemple? Est-ce que tu as beaucoup de copines Il mariées, y a énormément de femmes qui s'en emparent, oui. Ouais. Oui, oui, pour écrire, pour parler. Alors évidemment, il faut choisir ses endroits, mais qui sont conscientisés voilà, souvent. c'est ça. Bah, on tombe malheureusement, Oui. comme à part les masculinistes. Et du coup, vous, c'est pas si facile d'accéder aux médias. On tombe pas sur moi complètement par hasard. Je pense qu'on vient chercher quelque chose à mon Non, avis. parce que j'ai pas dit, mais en fait, Oui, moi alors, je l'avais c'est vous qui avez suivi appelé pendant le confinement, le premier Ah oui. confinement. Hein, Ouais, c'était, c'est ça. où tu étais avec une amie. Oui, on va mettre le haut-parleur. Tu me mets sur, Sur le micro. Ah oui, d'accord. Sur le logiciel est en panne. D'accord. Parce Tu me mets là. qu'on a de la chance. Attends, j'ai touché sur un truc. Qu'est-ce que c'est? Emergency Zone. Donc elle faisait des reprises Allô de d'Anne Sylvestre. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Stéphane? Oui, bonjour, Véronica. Bonjour, alors je vais essayer, alors on fait un petit montage, hein, voilà. Oui, je vous vois en direct. Ah, bien merci. Voilà, donc vous voyez, je suis très bien entourée. Tout à fait. On entend bien? Bonjour à vos invités, bonjour à Tiffaine. C'est bon. Bonjour. Oui, Je vais regarder. Si, oui, par là, il a entendu. Stéphane? Je vous entends. Oui, super. Et voilà, et justement, je voulais déjà vous poser des questions. Présentez-vous, c'est plus simple, hein. Voilà, président du collectif. Je suis Stéphane Carchon-Verrier, je suis le coordinateur et le fondateur du collectif Mots et Mots de Femmes, qui a pour vocation une vaste campagne de sensibilisation et d'information sur les violences faites aux femmes.
D'accord. Donc on a sollicité plusieurs marraines, elles sont presque 500 à ce jour, et l'objectif est de déployer donc une exposition photographique avec en soutien deux thématiques, l'emprise et le cycle de la violence, un peu partout en France, donc en métropole, dans nos territoires ultramarins, et puis à l'étranger par le biais de nos marraines qui sont conseillères des Français de l'étranger. Donc c'est une exposition itinérante qui a démarré le 25 novembre 2021, qui va se poursuivre toute l'année 2022 et au-delà, puisqu'on a déjà des sollicitations pour 2023. Magnifique. Voilà, notre volonté est vraiment de faire comprendre qu'est-ce que le cycle de la violence, qu'est-ce que l'emprise, parce que tant que ces deux problématiques ne seront pas connues d'un plus grand nombre, on n'arrivera malheureusement pas à éradiquer ce chiffre trop impressionnant de violence faite aux femmes. D'accord. Et alors qu'est-ce que c'est que le 25 novembre? Alors, le 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, ça a été notre première mobilisation, puisqu'on a déployé sur 8 villes en métropole. Donc, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais actuellement, on est à plus de 30 villes déjà au niveau déploiement. Une forte mobilisation dans les territoires outre-mer. Un soutien politique assez important, puisqu'on a des ministères qui nous soutiennent, et puis le projet a été placé sous le patronage du chef de l'État. Et puis voilà, et on recherche toujours des marraines. Donc j'ai vu que vous étiez très bien entourée, Véronica. Donc je lance un appel si éventuellement d'autres personnes sur ce plateau souhaitent rejoindre ce collectif. Elles sont les bienvenues. Je vais m'appuyer sur ce que m'a dit notre première marraine, qui était Sarah Lelouch, qui m'a dit, moi je veux bien être marraine, mais si je suis toute seule, on n'aura pas une portée, une visibilité importante. Et il faut vraiment qu'on ait un nombre de marraines très important pour qu'enfin il y ait une médiatisation forte. Et puis qu'on ait une écoute, on va dire, des institutions, et puis que ce projet continue à être déployé massivement un peu partout. Donc on est en soutien et en partenariat avec la Fédération France Victime. Donc c'est eux d'ailleurs qui ont rédigé les contenus des thématiques. Et c'est grâce au concours de la Fédération France Victime et des 130 associations sur le terrain que l'exposition est présentée un peu partout, donc dans les tribunaux, centres hospitaliers, universités, mairies, voilà. Dès qu'on a un espace pour nous accueillir, eh bien on s'en saisit et puis on vient présenter et expliquer au public donc ces deux thématiques. Et donc le tout est soutenu par une campagne de photos assez choquante, mais ça a été le parti pris. On n'a pas voulu mettre de filtre sur les photos et c'est vrai qu'elles sont relativement percutantes. Mais si on veut réveiller les consciences, on s'est dit qu'il fallait une mobilisation forte. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des retours sur les effets de ces expositions? Sur les retours d'exposition, on a demandé donc, notamment au parquet, puisqu'on est présent principalement sur les tribunaux judiciaires et cours d'appel, et on a demandé aux présidents et procureurs de nous faire des retours, et les retours sont très positifs. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que ce soir, moi j'avais envie de vous présenter deux comédiennes. Une est auteure d'une pièce qui s'appelle... Oh oui, pardon, je vais me faire massacrer. Il y en a une de plus. Bon, alors, je recommence. Alors, Delphine Rouche, autrice, mais moi j'ai mis un E à la fin, c'est juste ou pas? Non, auteureux, c'est un néologisme qui a été... donc ça n'a aucun fondement par rapport à la construction de la langue, ça pour le coup ça n'a jamais existé. En plus, il faut dire auteur, voilà, on devrait dire auteur, exactement, voilà. Et en fait, ça a été accepté par l'Académie française uniquement parce que ça avait l'immense avantage de ne pas s'entendre à l'oral et de nous faire encore marcher dans un terrain qui du coup restait le leur. Je suis tombée dans le piège. Bon, ok, alors Delphine Rouge qui est autrice donc, et qui a écrit une pièce qui explique, qui démontre, je ne sais pas comment expliquer en fait, mais quels sont les mécanismes et les défenses aussi des violences morales. Donc en parlant d'un pervers narcissique. Et c'est une violence qui n'est pas facile à déceler, à conscientiser. Ouais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez une histoire, Adeline... et toi, vous êtes assez particulière. Mais oui. Parce que c'est Adeline qui me l'a raconté au sortir de la pièce. Moi, je suis allée la voir, la pièce. Elle est vraiment très forte. Voilà, c'est très émouvant. Voilà. Et l'univers a voulu qu'on se rencontre. Pardon, on m'entend pas. L'univers a voulu qu'on se rencontre. Est-ce que tu veux en parler, Delphine, ou je peux y aller? Vas-y, qu'on commence. Delphine et moi avons le même ex-compagnon. Oui. Donc j'ai été la seconde. Et voilà, donc ce compagnon qui a été diagnostiqué par mes thérapeutes qui m'ont aidé à me réparer, pervers narcissique.
D'accord. Et pour me rendre jalouse pendant ces 2 années, souvent il me montrait des photos de Delphine. Donc Delphine, je l'avais jamais vue avant, c'est mais sympa. je l'ai connue en voyant ses photos et en sachant qu'elle était comédienne. D'accord. Et Au sachant bout de- que toi aussi, tu es comédienne. Et j'étais comédienne aussi. Ah, la Bah oui, rivalité. c'était pratique Ah, bah oui, pour me forcément. rendre jalouse, c'était bien quoi. Et au bout de 2 ans, j'arrive à le quitter. Bravo. Ouais, Ah, c'était pas simple. C'était pas simple. Mais c'était pas simple. Mais violence psychologique, physique, j'ai eu la totale. Et une nuit, j'ai eu vraiment très peur pour moi. Donc je pense que ça m'a vraiment aidée à aller de l'avant. Et puis, quelques mois, les mois qui ont suivi cette séparation, je me reconstruis. Et une première fois, je croise Delphine en allant au cinéma. Je la reconnais, mais elle, elle me connaît pas. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je dis, non, je vais pas l'embêter avec ça. Vraiment, c'est... Voilà. Et puis, une autre fois, quelques mois plus tard, je dois aller chez ma sœur, un week-end, bref, je prends le métro pour aller à la gare. Et là, des gens sur la voie, le métro immobilisé, et qui vient s'asseoir juste en face de moi? Delphine. Et là, comme je crois, mais vraiment, vraiment au signe du destin, je me dis, c'est pas un hasard, il faut que j'y aille, quoi. Et je me savais toujours, parce que Delphine, je viens te voir, et je lui dis, tu ne me connais pas, mais on a quelqu'un en Non, tu commun. m'as dit, vous êtes Delphine. Ah oui, vous êtes Delphine, Oui, pardon. vous êtes qui? Et on a quelqu'un, enfin une connaissance en commun, oui, voilà, oui. je tairai le nom, et là j'ai vu ton visage choqué, un peu blêmir. Et puis suite à ça, on a échangé nos coordonnées, on s'est revus, on a beaucoup discuté. Ouais. Ça fait énormément de bien, c'est incroyable de pouvoir partager ça, parce que moi je savais que je culpabilisais beaucoup, de me dire mais comment j'ai pu me laisser avoir, comment j'ai pu rester avec quelqu'un qui me maltraite, enfin vraiment c'était compliqué. Et puis de pouvoir discuter avec Delphine, ça m'a fait... Pardon, hein, j'étais triste aussi de ce que tu avais vécu, mais évidemment, mais ça fait du bien de partager ça. Et ensuite, la suite, c'est toi. Oui. Voilà. 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 Bon, Alors, Adeline qu'est-ce a- que ça t'a fait de rencontrer cette inconnue? Parce que au départ, c'était une inconnue finalement. Bon, Ouais, tout à fait, ouais. Au début, voilà, c'est un peu surprenant, non? Oui, complètement. Mais après, quand Adeline m'a dit ça, C'est une histoire vraie, hein. C'est proies dans le même, sur un territoire assez restreint. Les autres, les suivantes, elles sont comédiennes aussi. c'est pas du tout. Je n'ai pas du tout. aucune parce que nouvelle. vous croisez 2 fois de suite au même endroit, ça c'est que vous étiez... Mais il est dans un milieu artistique, son travail est dans un milieu artistique. Oui, donc c'est aussi, vrai que oui. les chances Ah. de rencontrer des comédiennes, j'imagine, je sais pas, je ne sais pas, je me suis pas posé la question. Bon, je sais pas. ouais, enfin, Les voilà. agresseurs se spécialisent dans un type de victime. Ah non. Exactement, oui, Ah bien non. sûr, ça on est Ça au leur fait courant. gagner du temps. C'est Bien, parce ça qu'ils leur sont, fait gagner du temps, ouais, c'est exactement. parce Voilà, que- ils repèrent très facilement. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc la suite, c'est que on a beaucoup discuté avec Adeline et que à ce moment-là, quand on a discuté pendant 2-3 heures, je me suis rendu compte qu'il avait été aussi ce qu'il lui avait dit sur moi. Parce que, voilà. Ah, Bah oui. parce qu'il n'y a pas que les le photos. tableau. Bah non. Ah, non. d'accord. Le tableau qu'il avait dressé de moi, je me suis dit, ah oui, d'accord, quand même, il a été jusque-là, il avait été inventé des choses. Et donc je me suis dit, là vraiment il y a une ordure, il y a quelque chose d'ordurier, alors que je l'avais quitté en me disant que c'était c'était pas une ordure. Ah, ça, oui. c'est- ouais. Et tu culpabilisais un peu? Mais bien sûr, Ah, voilà. bien sûr, Ils sont voilà. forts pour ça. Hein. Ils sont très forts. Donc, et là, je me suis dit, il faut, comme j'avais envie d'écrire quelque chose, je me suis dit, je tiens mon sujet. Je tiens mon sujet. Et Adeline m'a révélé des choses qu'elle a elle-même vécues. Et je me suis dit, je vais écrire sur la perversion narcissique. Et voilà, c'est un petit peu parti de là. Voilà. Déjà, c'est courageux que vous ayez eu la chance de discuter, mais c'est courageux de l'avoir fait parce que, bon, je ne sais pas. Oui, c'est courageux de la part d'Adeline, c'est vrai, que tu sois venue vers moi. Moi, j'ai suivi mon intuition parce que là, c'était quand même hyper grossier. Pas du tout, mais non, c'est pas grossier, non. C'était un signe du destin. Non, au contraire, non. Non, attends. C'est une Regarde. très belle histoire de courage et de sororité. Ah Oui, absolument. Mais absolument. c'était tellement incroyable de te voir t'asseoir juste en face de moi. Je me suis Moi, dit, je voyais bon, que tu me fixais. Je me dis, mais qui est cette femme avec ses yeux bleus qui me fixe là? Je me dis, qu'est-ce qu'il y a là? j'étais gênée. C'est vrai, c'est bête quand. Enfin, être victime. Ancienne victime, Adeline. Ancienne victime, Voilà. parce que Oui, c'est vrai. j'ai fait le travail, mais c'est vrai qu'on a une forme de grande culpabilité, de gêne. Je me suis dit, je ne vais pas l'embêter avec ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Ouais. Et puis, je me suis dit aussi, moi j'étais déjà pas mal avancée dans le travail de réparation,
Et j'étais ennuyée de te replonger là-dedans. Je me suis dit peut-être qu'elle a plus envie d'en parler. C'est peut-être loin. C'est pas évident aussi. De replonger, c'est pas facile. Bien sûr, mais je veux dire, l'enjeu était tellement important, je veux dire, de comprendre, parce qu'on se dit c'est une occasion en or aussi. Ce que m'offrait Adeline, c'était quelque chose, c'était un cadeau quelque part que tu me faisais en venant me révéler tout ça, tout ce que moi je n'avais pas vu, les coulisses, absolument, enfin de tout ce qu'il avait pu dire, tout ce qu'il lui avait fait subir à elle. Le copier-coller qu'on avait vécu aussi, parce qu'on a aussi eu des schémas communs. Qui manque d'originalité, il faut le savoir. C'est-à-dire que vraiment, en se racontant, on s'est dit, mais le mec en plus, il est même pas original dans le scénario. Mais c'est même pas ça, c'est que comme dit Tiffen, c'est un gain de temps, c'est juste un schéma appliqué. Et voilà, donc après, moi je veux juste dire un truc, c'est que dans ce que j'ai écrit, alors, on fait très attention parce que le pervers narcissique, encore une fois, alors Adeline, tu dis qu'il a été diagnostiqué par ta psy, oui, par la mienne aussi. C'est bon, ça, après, c'est pour ça je préfère le dire parce que c'est vrai que souvent on me dit oui, Adeline, c'est un peu le mot à la mode, tous les mecs sont pervers narcissiques. Et c'est pour ça que je précise que j'ai été suivie par plusieurs thérapeutes, des gens qui m'ont aidé à me réparer, et à chaque fois c'était oulalalala. C'était un sacré, un bon pervers narcissique. Oui, parce qu'en plus vraiment. C'est en plusieurs points, toujours pareil. Oui, tout à fait. Alors, parce que, mais par exemple, toi, comment est-ce que tu as su que c'est en faisant ce suivi-là que tu as su que c'était un pervers narcissique ou que tu vivais quelque chose d'anormal? Non, j'ai commencé à avoir des doutes parce que moi, je me sens toujours guidée, je ne sais pas pourquoi, dans tout ce que je traverse comme épreuve dans ma vie, j'ai toujours l'impression de ne jamais être seule et d'être guidée. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, j'étais déjà hyper isolée de ma famille, m'avait emmenée vivre à Londres, je ne travaillais plus. Et comme je suis quelqu'un qui pas confiance, on a tous un peu le même schéma de fonctionnement, je m'en remettais beaucoup, enfin voilà, je me disais c'est ta faute, si ça fonctionne pas, tu y mets pas du tien, enfin bon bref. Et un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, de Louise Bourbeau. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ce livre. Je l'ai lu il y a quelques années. Oui. Voilà, et là je découvre le masque de la dépendante affective qui est lié à la blessure de l'abandon. Et donc je lis ça et je me dis, oh mais mon Dieu, mais je me reconnais tellement. Voilà. Et elle explique en même temps que ce profil-là est souvent attire assez fréquemment le pervers narcissique parce que du coup les deux sont propices à avoir ce lien toxique. Parce que lui, le pervers narcissique, cette jeune femme ou jeune homme abandonné, soif de reconnaissance, voilà, c'est la proie idéale. Et parce qu'au début, c'est merveilleux. Enfin, moi, je me suis laissée avoir parce qu'au début, il nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il sait exactement en fait, là où... Voilà. Si, c'est pas caméléon. C'est ça. Après, je pense que c'est important, juste au niveau des mots, de ne pas se dire que tu t'es laissé avoir. C'est lui qui a tendu un piège. Enfin, voilà, c'est pas toi qui as fait quelque chose où tu t'es laissé avoir. C'est un piège que ça, c'est pas forcément tombé. Si, et moi, là, pour le coup, ça fait 15 ans que je suis sur le terrain à accompagner des héroïnes victimes. J'en ai vu de toutes les sortes, avec tout le type d'histoire. Il y a des gens qui vont être... mais en fait, ça c'est très important aussi pour pas culpabiliser les victimes. C'est pas quelque chose qu'on a en soi qui fait que ça arrive. C'est quelque chose qu'ils ont en eux. Et en fait, si on résiste à un type... Alors moi, c'est juste que le mot pervers narcissique, je comprends pourquoi il aide, et notamment les personnes victimes. Ça évidemment. Après, le souci de ça, c'est que ça nous fait croire que c'est une maladie qui peut se soigner de leur côté. Ah non, ça ne se soigne pas. Or, en fait, il y a une raison pour laquelle ça ne se soigne pas. C'est que c'est pas une maladie, ça s'appelle un conjoint violent. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'un conjoint violent, en patriarcat, c'est juste ils le font parce qu'ils peuvent le faire. Et ça a à voir avec un système, avec une oppression systémique des hommes contre les femmes. Et le fait de dire pervers narcissique, en fait, c'est pas du tout contre vous, hein. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès, cette tournure. C'est que ça efface le système patriarcal, ça efface l'oppression masculine, ça efface le fait que c'est bien les hommes qui oppriment les femmes dans cette société, majoritairement, de manière écrasante. Et donc, c'est un résultat, la violence conjugale, les conjoints violents sont un résultat du patriarcat et l'entretiennent, sont actifs là-dedans. Et en fait, ce sont des conjoints violents, ils n'ont pas des pathologies, un truc spécial, ce sont juste des conjoints violents. Et le fait qu'on les appelle plus comme ça, c'est parce que du coup on voit plus le système, donc on lutte plus
contre le système patriarcal. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Oui, et aussi très important parce que le terme est extrêmement galvaudé aujourd'hui. Oui, On est bien d'accord, sûr. pervers narcissique est collé Oui. à la moindre tentative de manipulation, etc. Attention, attention, tout le monde, voilà. Je voulais revenir en revanche sur le fait de ne pas se sentir responsable. Moi, je vais parler de ce que j'ai vécu personnellement. Moi, je sais que je dis toujours, je ne suis pas coupable, mais j'ai une part de responsabilité et je m'explique. C'est-à-dire que j'ai rebondi assez vite après ça quand je suis revenue avec mes 2 petites valises chez ma mère que je n'avais pas revues depuis plusieurs années. Le fait de me dire, ok, tu t'es quand... n'empêche que... Enfin, il faut appeler un chat, c'est-à-dire que je ne suis pas coupable, mais j'ai quand même eu une part de responsabilité en restant. Il y a plein de femmes en discutant, il y a des femmes qui me disent putain mais moi ça m'est jamais arrivé et je ne serais pas restée 2 secondes. Et le fait d'avoir cette responsabilité, je finis parce que c'est vraiment important. Moi ça m'a vraiment permis de me reconstruire et même d'aller plus loin. Parce qu'en faisant ma thérapie derrière, je me suis rendu compte que c'est pas la femme qui avait seulement été abusée. Moi la petite fille a été agressée quand j'étais petite. Et en fait, en faisant le travail, je me suis rendu compte qu'il y a un schéma de fonctionnement inconscient qui a été engrammé dans qui je suis, ce qui fait que du coup, me faire maltraiter par les hommes, c'était quelque chose qui était inconsciemment ancré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est souvent répété dans mon histoire. Je me demande si c'est pas non plus comme ça qu'on devient aussi un peu infirmière. La sauveuse, moi j'avais beaucoup ce rôle de sauveuse auprès des hommes et tout. Et de soumission. Et de soumission. Du coup, on est d'accord que c'est pas la petite fille qui s'est fait ou pas toi, c'est l'agresseur premier, Oui, évidemment, qui a fait que les autres agresseurs ont dû en profiter. Mais du coup, c'est pas toi qui es responsable, c'est l'agresseur. Oui, mais premier. de faire le travail derrière, Oui, bien parce sûr. que j'ai fait un travail de réparation. Tout le travail que j'ai fait, parce que je me suis dit, Adeline, si tu veux pas que ce soit toute ta vie, si tu veux stopper, il faut que tu te répares. Et en fait, c'est en ça que je parle de responsabilité. Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que je continue encore le travail. Et avant, je pouvais être dans la rue, dès qu'il y avait un taré dans la rue, c'était pour moi me faire siffler avec un propos. Repérer les failles. Mais tout le temps, c'était comme si énergétiquement, il me sentait quoi. Aujourd'hui, je touche du bois et je suis hyper contente. C'est que je suis carrément moins emmerdée et je vois en ça ma responsabilité. Et s'il y a le moindre mec qui ose, je suis cette femme qui dit non quoi. Et je n'avais pas ça avant. C'est en ça que je parle de responsabilité. Pour moi, t'es pas responsable du tout des violences, du tout, ni de tout ce qui s'est passé, ni d'être restée. Je veux dire, Jacqueline Sauvage, du coup que j'ai fait partie des femmes qui se sont battues pour elle et qui l'ont rencontrée. Elle est restée des dizaines d'années. Non, elle n'est pas responsable de ça. En revanche, on n'est pas responsable des violences qu'on subit et donc des traumas qui s'en suivent. Mais on est puissante, on peut être active dans le fait de se réparer. Ce qu'on en fait, ça oui, on a une énorme force et en fait ton parcours, c'est un parcours immense de courage et voilà, et toute mon admiration, elle est là et mon soutien pour la suite aussi. Franchement, mais voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas responsable des violences qu'on a subies du tout et d'être resté, mais alors pas du tout, que toute la responsabilité, toute la culpabilité dans leur camp à eux, qu'on n'est pas puissante et outillée pour pouvoir faire que ça s'arrange et pour pouvoir faire que on va réparer ce qu'il faut pour que les agresseurs sentent plus les failles dans des attitudes physiques, des regards qu'on peut avoir, etc. Moi j'avais lu par exemple qu'un pédophile, quand il voit... criminel, pardon. Ça veut dire un pédocriminel, quand il voit une potentielle victime, il le voit dès sa démarche. Donc il y a quelque chose quand même au niveau qui dépasse... oui, on peut réparer ça. Voilà, oui, mais on peut... Voilà, c'est les soins. J'encourage à aller sur le site de Mémoire Traumatique et Victimologie, mémoiretraumatique.org, oui, les recherches de Meryl Salmona, d'appeler le CFCV, qui est un numéro d'appel national anonyme et gratuit depuis 40 ans avec des professionnels extraordinaires. C'est le 0800 05 95 95. C'est un long chemin. Moi, je me suis souvenue à 20 ans plus tard. J'avais complètement oublié. Oui, ça s'appelle amnésie traumatique. Et au moment où on s'en souvient, on se dit oh là 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 mon Dieu, est-ce que je vais remuer tout ça? Donc ça a pris encore 10 ans pour faire le chemin. Je vous invite à lire ma chronique. Avec grand plaisir. Moi, quelle est ta chronique? Tu pourras voir quelques références à ce que tu... Est-ce qu'on peut trouver ta chronique? Ah oui, sur le site laverité.com, laveritéliber.com, rubrique santé.
D'accord, ok. Merci. Et là, il y a aussi l'Ange Bleu, qui est une association par Latifa Benari, voilà, que je connais et que je trouve personnellement... Et pour les enfants? Ah non, non. C'est tout? C'est pour les pédocriminels qui repentis ou les pédophiles abstinents, voilà, afin de pouvoir... Ah d'accord, c'est autre chose, c'est un autre concept, mais voilà. Oui. C'est-à-dire c'est pour justement prévenir le passage à l'acte, voilà. Donc j'en profite parce que c'est une association qui a le mérite pour moi d'être connue. Voilà. Et elle est beaucoup décriée, évidemment. On a tout ce micro. Stéphane, vous êtes toujours là? Oui. Oui. Je vous entends, oui. Alors, que pensez-vous des profils d'Adeline et de Delphine? Ça serait deux très belles marelles. Et encore, vous n'êtes pas venu à leur pièce de théâtre qui est vraiment... Oui, demain à 19h30. Tous les jeudis 19h30. Je vais vous dire la salle aussi. C'est au théâtre Galabru à Montmartre. Oui, c'est demain. Et ça viendra en province ou ça reste sur Paris? Est-ce que vous allez faire une journée? On l'espère, mais après, voilà, il faut déjà qu'on finisse notre cycle, mais on l'espère, bien sûr. Si vous avez des ouvertures en province, on vient. Il faut venir voir la pièce parce qu'en fait cette pièce-là permet de prendre conscience de ce qu'est, de matérialiser la violence morale en fait et de s'en sortir en fait. C'est un outil finalement cette pièce de théâtre. En tout cas, nous on va communiquer dessus. Ah ben voilà, merci. Merci beaucoup. Et je tiens à préciser que dans Compte à rebours, il y a le personnage de Cendrillon qui est spécialement là-dessus sur les mécanismes de l'emprise, les mécanismes de la violence conjugale, les conséquences aussi. Ouais. Et oui, et que c'est samedi. J'ai hâte de découvrir votre pièce. Oui, ça c'est samedi, oui. Après, ça va être dans la version pour enfants, donc ça va pas être la version où je vais plus au fond des choses, mais l'art est un énorme levier de conscientisation et de changement. Donc, merci. Et il me semblait qu'il y avait une question qu'il fallait éviter en fait de se poser quand on vit une situation pareille, c'est de se demander pourquoi agit-il ou elle, parce que c'est ça peut être aussi féminin, mais pourquoi? Parce que c'est des questions qui tournent et on n'a pas de réponse et ça rend fou. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Il faut juste dire bon voilà, hop, concrètement, un pas dehors et c'est déjà gagné. Ouais. Bah, on a déjà des pistes de compréhension par rapport au système d'oppression. Hein. Je veux dire, non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un pourquoi. Parce qu'ils ont le droit de le faire. Il y a 1% des violeurs qui passeront par la case prison. 1%. C'est pas beaucoup, hein. Il y en a un qui était sous coup d'une enquête pour viol. Ouais. Il y avait 2 plaignantes. Il a été nommé ministre de l'Intérieur, chef des flics. Ouais, il y en a un autre, on l'appelle l'acquittator, tellement il a acquitté d'hommes accusés par des femmes d'agression sexuelle. Il est devenu ministre de la Justice. Ça met hyper en colère. Donc, ben oui, non mais donc dans les faits, ils ont le droit. Mais non, mais ça on a le droit de le dire, parce que c'est vrai. Ben, si c'est factuel, ça c'est bon, c'est des faits. Ah, aucun problème. Je veux dire. Sans souci. D'ailleurs, Macron a fait pour le... Ce micro? Quoi? Ça marche pas? Si. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Non, ça marche là. Super bien. C'est bon, touche le câble, c'est magique. C'est que ça. Super. Une proposition malhonnête? C'est étrange. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la proposition de malhonnête? Mais en tout cas, oui, non, là je viens de donner des faits et autour du 8 mars, il y les candidates et candidats à la présidentielle qui parlaient, il y avait une petite interview, je ne sais plus sur quelle chaîne, et Macron disait, enfin il a été questionné là-dessus, et aussi sur Hulot hein, quand même, non, sur lui il a quand même collectionné, et il disait non mais attendez, c'est bon parce que d'abord, déjà moi je les ai jamais vus avoir des comportements malaisants en ma présence. Ah bah c'est bon parce que s'il y a un truc avec les agresseurs, c'est qu'ils font ça bien en public, hein, pour que tout le monde le voit, surtout le président de la République. Et ensuite il disait, en plus, Nicolas Hulot il m'a dit ouais c'est une cabale politique, non c'est même pas vrai. Et là, je vous fais Macron. Et là je l'ai regardé et je lui ai demandé est-ce que ce que tu me dis est vrai? Et oui. Et du coup, je l'ai cru, voilà, parce qu'évidemment, les agresseurs, ils le disent quand ils sont des agresseurs. Bien sûr, tout le monde le sait. C'est la base. Et ça c'est à la télé, genre le mec, il a pas peur de dire des trucs pareils, quoi. Et alors, oui. Parce que... c'est des faits. Oui. Non, personne ne peut vous attaquer.
Non, mais je pense que quand tu demandais le pourquoi, quand tu parlais du pourquoi, c'était pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est génial ce que tu dis. Tout ce que tu dis est génial, je trouve. Mais je suis admirative. Mais le pourquoi, c'est-à-dire que la personne qui est la proie, entre guillemets, elle se pose la question mais pourquoi il agit comme ça et pourquoi moi on essaye de le changer, et c'est là que c'est peine perdue. Voilà, faut pas le sauver. Ne le sauvez pas, mesdames. Mais c'est d'ailleurs pour ça que la solution c'est la fuite, parce que c'est ça. L'éloignement Ou la fuite. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est pour ça que la réponse féministe, elle permet de trouver des réponses vitales. C'est-à-dire que quand on comprend, parce que si ça reste à n'avoir pas de sens, bon, on part, ok, mais il y a une question qui tourne. Et en fait, si on comprend qu'on n'est pas seul, qu'on est des centaines et des centaines de millions à avoir vécu ça, que c'est institutionnalisé, qui sont soutenus, enfin voilà, en fait ça explique et ça met la rage au service de la lutte collective, et c'est une immense solution pour survivre aussi. Bien sûr, ouais. Bon, mais très bien, donc Stéphane? Oui. C'est bon, il est toujours là. Alors, eh bien, voilà, je donnerai vos coordonnées à ces deux nouvelles marraines. Mais. Et bien voilà. Plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Peut-être. Et puis j'échangerai avec elle pour leur expliquer un peu plus après en détail. Voilà, très bien. Voilà. Mais je pense que ce serait un projet qui permettrait de mettre des mots, parce que c'est ça la difficulté toujours. On est dans la confusion avec un pervers narcissique. Donc quand on met des mots sur des faits, ça prend sens finalement. Voilà. C'est ça. Et puis les retours, parce que vous me demandez tout à l'heure s'il y avait des retours, donc oui, sur les territoires, je parlais des territoires ultramarins, où on sait la problématique des langues. Et ce qu'on nous a renvoyé, c'est que les images, pour le coup, il n'y a pas besoin de mots. Et les images, elles sont comprises par tout le monde. Et c'est là que aussi qu'on a pris en choisissant des photos relativement impactantes. D'accord, très bien. Eh bien, bravo. Merci alors, à vous. Les futures actions, c'est quoi? Alors, les futures actions, c'est on continue le déploiement massif sur l'ensemble des territoires. Voilà, au plus proche de la population, et pas que les grandes villes. On va aussi à la rencontre de nos concitoyens, mais dans les villages. Dans la ruralité, on s'est aperçu que dans les petites villes et les villages, malheureusement, il n'y a pas énormément de communication. Oui, alors par exemple, une autre question pour terminer. Une femme qui est dans une situation de violence, alors les violences ça peut être physique, psychologique, sexuelle, économique, enfin voilà, je fais un résumé. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors nous, ce qu'on a mis sur l'exposition, c'est tous les dispositifs et numéros d'alerte pour se saisir à la fois pour les victimes et à la fois pour les auteurs. Il était aussi important que les auteurs soient identifiés dans ce projet pour permettre des prises en charge et éviter les récidives. Et ce qu'on demande, nous, quand on présente l'exposition sur une ville, c'est que les acteurs locaux soient présents, aussi bien forces de gendarmerie, magistrature, mais que les associations d'aide aux victimes soient présentes pour expliquer quel est le dispositif local proche de chez soi. C'est bien d'avoir effectivement des plateformes, et elles sont nommées dans le projet, le 3919, la plateforme Arrêtons les violences, ça c'est bien d'avoir ces numéros-là. Mais c'est important de savoir, quand je suis dans une ville, je suis en difficulté, auprès de qui rapidement je peux me tourner pour avoir de l'aide. Donc c'est aussi, on demande nous, aux acteurs de terrain, propre à chaque département, à chaque région, d'être identifiés et d'être présents au moment de la présentation de l'inauguration, de la présentation de l'exposition. D'accord. Moi personnellement, j'ai une expérience par rapport à ça qui est juste... Enfin, j'ai ressenti énormément de colère parce que je suis allée voir des associations pour m'aider parce que bon, je suis revenue avec vraiment rien, plus aucun moyen, ruinée. Je cherchais, voilà, je voulais savoir comment est-ce que je pouvais être aidée. Parce que tu m'as isolée, c'est ça? Moi, il m'a isolée, ne serait-ce que trouver une petite chambre. Je demandais juste une petite chambre à Paris, histoire d'avoir un pied-à-terre, pouvoir retrouver un job. Je n'ai eu... Alors, je suis tombée sur des gens, mais incroyables dans les associations, des gens hyper gentils. Mais à chaque fois, on me disait, on peut rien pour vous, désolé, vous n'avez pas d'enfants. Bah oui, parce que du coup, si j'avais eu des enfants, j'aurais été prioritaire. Donc, célibataire. Moi, je suis même pas sûre. Hein.
Je ne sais pas, ouais, d'accord. Mais parce que c'est vraiment ça le point aussi. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est parce que ça commence à dater, mais je me suis sentie seule au monde. Alors, du coup, je suis arrivée à Vannes, en Bretagne, chez ma mère. Ouais. Donc là-bas, j'ai vu toutes les associations possibles sur place. Ensuite, quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas m'aider, j'ai débarqué chez une copine qui m'a hébergée à Paris parce que, pareil, aucun moyen de... Voilà. Et sur place à Paris, on m'a dit clairement, vous n'avez pas d'enfant. On ne peut rien pour vous, désolé, débrouillez-vous. Et on voudrait, mais on n'a pas les moyens. Ouais. Et ça m'a mis dans une colère parce que je me suis dit, en plus, je suis victime d'un truc terrible. Moi, j'ai pas tout entendu. On a un problème sur le micro, je pense. Pardon. Mais on met aussi dans la présentation, on s'est associé avec Cecilia de The Sorority, qui est une application qui permet, quand on est en difficulté, tout de suite d'appeler quelqu'un proche. Ça les géolocalise par rapport aux personnes qui sont proches et qui peuvent vous accueillir dans la détresse. Alors, j'ai parlé de Sorority. L'application, c'est ça? Oui. Sorority. Sorority. C'est une application gratuite qui est réservée uniquement aux femmes. Pour le moment, c'est uniquement aux femmes. Et ça vous permet alors soit d'échanger si vous êtes en difficulté, mais de pouvoir être accueilli dans l'urgence si vous ne vous sentez pas. D'aller directement au commissariat ou autre. Mais, donc il y a pas mal de dispositifs présentés dans ce projet-là et on en rajoute au fur et à mesure. On étoffe ce projet pour vraiment que tous les dispositifs soient connus et puis qu'on puisse vraiment agir. Parce que c'est surtout ça, c'est agir. D'accord. Et c'est pour ça aussi, là on est en campagne présidentielle, c'est pour ça aussi qu'on demande 1 milliard pour lutter ne serait-ce que sur les violences conjugales. Donc il y a toutes les autres thématiques en plus qui ont besoin d'être budgétées, mais déjà 1 milliard contre les violences conjugales, contre les conjoints violents, pour la fin de l'impunité, pour le soin des victimes. Parce qu'on veut pas l'aumône. Oui, mais c'est ce qu'a fait l'Espagne. L'Espagne a des résultats. Et nous, en France, ils sont capables de sortir 300 milliards quand il faut, pour le Covid. Mais nous, le milliard pour les femmes, c'est la grande cause toujours, ou la grande couille du quinquennat. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ah oui, parce que il y a des assos formidables, mais toutes celles que je connais, elles ont pas du tout assez de moyens et d'effectifs par rapport à l'ampleur du problème. C'est Lucille Pétavin qui est sociologue et qui du coup viendra sur Nantes un de ces jours. J'ai son livre. Ouais, le coût de la virilité. Philosophesse donc. Non, elle est sociologue. Ah pardon, et là, sociologue, il paraît que c'est épicène, donc sociologue ça n'existait pas au XVIIe siècle. Donc sociologue, et en fait, mais on peut dire sociologuesse, je suis sûre qu'elle serait ravie. Le coût de la virilité, en fait, elle a calculé, donc 95% des violences quelles qu'elles soient sont commises par des hommes, sur la Terre, je veux dire. Là, il me semble que c'est pas mal la situation actuelle à l'international pour s'en rendre compte. Et en fait, elle a calculé pour la France le coût de ces comportements asociaux qu'ont les hommes en patriarcat, parce qu'ils sont éduqués, enfin ils sont responsables évidemment, mais on les éduque et on les encourage et il y a une totale impunité. Et donc elle a calculé et c'est 100 milliards d'euros par an en France seulement qui passent dans des frais de justice, d'arrêt maladie, de police, que des frais qui n'existeraient pas si les hommes se comportaient comme des femmes. Donc on a un vrai sujet. Éric Zemmour essaie de nous faire croire que le problème c'est les immigrés. Non, le problème il porte un nom et c'est les hommes et tous les chiffres le prouvent et il faut enfin éduquer nos garçons comme on éduque nos filles. Pas tous les hommes. Ah oui, mais ils sont... Non, parce que moi, c'est important. Oui, mais là, je parle de global, là, je parle de système. Parce qu'on a aussi besoin des hommes... mais c'est pour ça qu'il faudrait éduquer les garçons comme les filles. Et du coup, si on avait toute une société qui se comportait comme les femmes se comportent, on aurait déjà 100 milliards en moins par an à dépenser. Les femmes ne se comportent pas si bien que ça, vu que c'est elles qui élèvent. Mais justement, le vrai problème, c'est que les pères n'élèvent pas. C'est-à-dire que c'est pas les mères qui font en sorte que... C'est toujours facile de se dire chercher la femme, ça nous rassure, de se dire que peut-être ce serait un peu de notre faute. Mais pas du tout. Oui, voilà, c'est ça, la golden maudite. Non, en fait, même si une femme est super féministe et élève un fils, mettons, il y a le poids de la société, de la culture, de l'éducation. Et le simple fait que le père fasse pas sa part, la juste part qu'il devrait faire, l'enfant comprend
que les femmes sont là pour le servir. Je veux dire, c'est déjà ça le problème. Donc non, même dans l'éducation, c'est encore leur faute à eux. De toute façon, c'est simple. Un système d'oppression, il est créé par et pour les oppresseurs. Il faut arrêter d'inverser la culpabilité en permanence. Bon, ben, on va terminer sur ce... Ça s'appelle le féminisme radical. Bonjour. Ce propos-là. Alors, Stéphane, je vous donne rendez-vous un peu plus tard, donc pour... Vous êtes vivant Ah, mince. Dans votre émission prochainement, il y aura Hélène. Oui, voilà, c'est le 21 avril. Hein. Il y aura Hélène Dupuis, qui est porte-parole du collectif Mots et mots de femmes, qui viendra. Tiffany aussi sera bienvenue. Hein. Avec plaisir. Non, ça va boxer. Et alors, je vous remercie. Et puis, à très bientôt. Je vous enverrai les coordonnées de nos deux futures marraines. Marine, c'est bien. Marine aussi. Yes. Attention, pardon, c'est ma langue à fourcher. J'essaie de m'entraîner à tout féminiser. Il faut un entraînement quand même. Hein. Oui, oui, non, mais ça. Ouais, Il faut venir me voir, ça rentre. Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. Café de la Gare, 26 avril. Ok. 21h. Vous avez entendu, un Café de la Gare, 26 avril. 21h. 21h. Bon, à bientôt, Stéphane. Merci Véronique. Merci Stéphane. Merci, salut. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je ne sais pas éteindre ce téléphone. Alors, on va sans transition, donc on va faire connaissance avec Léna. Alors, Léna Golovina. C'est moi. Bonjour, bonsoir. Alors, Léna, tu es donc artiste peintre, plasticienne. Je suis artiste peintre plasticienne. Pentresse, je dirais pas. Je dirais pas pentresse. Pourtant, c'est le mot historique. Oui. C'est le mot de C'est peut-être mon côté russe qui fait que peintre, c'est peindre. Quand tu dis pas pentresse, tu restes dans le... Bon, je sais le pas masculin n'est pas neutre. Oui. Le masculin est masculin. Oui. Pour moi, c'est nouveau. Il n'y a pas de neutre en France. Mais non, mais c'est tout le temps que ça infuse. Oui, oui, c'est assez curieux. Je n'ai pas posé cette question-là. Parce que, en fait, quand vous avez parlé, je me suis posé la question. Bon, ça fait très, très loin maintenant, mais je suis née à l'Union soviétique, donc à URSS, ex-URSS. Oui, l'ex-URSS. Et qu'effectivement, il n'y avait pas cette question de différence entre l'homme et une femme. C'est-à-dire c'est-à-dire que ma mère, par exemple, elle était le députée déjà à partir de 70 dans une très grande usine métallurgique dans l'Oural. Une seule femme députée. Je comprends, députée. Députée qui présentait parmi les hommes, enfin il y avait le... D'accord. Je sais pas comment... Mais elle était représentante, c'est ça? Oui, c'est ça, la représentante de l'entreprise. D'accord. Bravo. Ce qui est assez... Et oui. Donc la question, elle s'est jamais posée pour moi sous cet angle-là. C'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'intérêt en fait de ce que je découvre pour moi de cette lutte finalement que quelque part pour nous elle était déjà oubliée. Il y avait encore des viols en Union soviétique. Bien sûr, ça existait, mais peut-être si on a parlé, mais il n'y avait pas telle proportion en fait, j'ai l'impression. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais on a vécu, c'était les vies de quartier, c'est-à-dire que tout le monde se connaissait. Les enfants jouaient dans le cours, il y avait les grands-mères qui surveillaient. C'était un peu à l'époque, c'était comme ça. Donc on savait très bien quel homme boit, quel homme fait du mal à sa femme. Tout le monde était au courant. Il n'y avait pas cette proportion-là en fait. Et je pense qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes closes. Oui, c'est possible. Et voilà, dans les familles, on croit connaître beaucoup et puis en fait, souvent, on découvre des choses. Je parle juste du quartier où j'ai grandi. Oui, non, bien sûr, mais je pense que ça allait moins mal en Union soviétique que chez nous à ce moment-là pour l'égalité femmes-hommes dans tout un tas de sujets. Mais tant que le viol existe, de toute façon... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une autre histoire, certainement, parce que... Ça fait combien de temps que tu es ici, toi? Depuis 92 en fait, la chute de le putsch, quand Gorbatchev elle se retrouvait enfermée dans son dacha. Et j'étais en vacances ici en France en fait. Ah.
Et tu es restée donc du coup? Et du coup, les amis, ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux pas essayer de continuer tes études ici? D'accord. Pour voir au moins la différence en fait. D'accord, et tu as fait tes études à Paris? Et je suis rentrée en deuxième année de l'école des arts décoratifs de Ah, Paris bravo. national. En image section imprimée. Je parlais absolument pas un mot français. Ah oui? Mais tu as J'ai un fait délicieux accent, hein, J'ai fait un scandale parce qu'il n'y avait que les hommes d'ailleurs dans le jury et qui ont rigolé parce que je lisais le texte qui était enregistré, enfin avec les lettres russes, enfin les mots français. Donc effectivement j'avais l'air... ah oui, c'est un exercice quand même. Voilà, c'était un exercice. Et à l'époque déjà j'ai publié des petits livres, j'ai illustré des livres de la poésie et pour les livres pour les enfants. Donc j'ai montré au jury et ils ont rigolé. Et j'ai commencé à jurer en russe, je me rappelle très bien. Ah, comment ça fait? Ouais. Non, non, il ne vaut mieux pas parce que... Mais si, mais on va pas comprendre 2 ans. C'était Souka Bled, tu comprends rien, mais en russe. D'accord. Souka Bled, c'est déjà pas mal. D'accord. Mais on sent sur l'intonation en fait. Et je suis sortie en pleurant, en hurlant, parce que j'étais énervée. Bah, déjà c'est stressant, tu parles pas, t'es complètement étranger en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es dans une super bonne école des beaux-arts à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce que tu as pris en fait? Et il y avait un professeur qui est sorti en rigolant aussi, c'était un Serbe, qui a tout compris ce que j'ai dit. Ah, très bien. Et qui m'a dit, mais arrêtez s'il vous plaît, ils ont rigolé parce qu'ils ont aimé, enfin ils ont échangé, ils ont parlé d'autres choses, vous n'avez pas compris, c'était pas contre vous que c'était... Et voilà, et donc j'étais prise, j'étais admise dans cette école. D'accord. Et après, bah, je continuais ma carrière artistique. Et, finalement, image imprimée, je me suis servie toujours, mais c'est quand même la peinture en fait. La première impression. L'huile, l'acrylique? Oh, toutes les techniques en fait. Mais je préfère l'huile, oui. Parce que c'est souple, c'est plastique, ça permet beaucoup plus d'expérience. On peut retravailler. Enfin, ce que je maîtrise mieux peut-être aussi. Mais en fait, la plastique, j'aime pas trop. Tout simplement. Parce que l'acrylique, c'est plastique. Ouais. Ouais. Moi, une fois, pour une Gay Pride, je me suis mis l'acrylique bleu sur les cheveux comme ça. Oh la pauvre, c'était magnifique, j'avais les cheveux jusque là. Oh là là, tu les as coupés après? 3 copines qui ont tout nettoyé, mais c'est pas facile. Hein. Avec de l'huile de coco. Ouais. La galère totale. Ouais, il fallait pas faire ça. Non, ça faisait une super truc de manga un peu. Ouais, mais c'est une technique qui est ça allait très bien avec mes yeux. Oh là là. J'étais contente, ouais. L'acrylique, c'est du plastique. Quel âge, oh, j'étais jeune. Ouais. Enfin, il n'y a pas longtemps. Oui. Non, l'acrylique c'est très bien pour les décorations, c'est pour les affiches, pour tout ce que tu veux, mais pour... On peut le retravailler quand même. Après, pas... oui. Ouais. Après, on peut faire... Est-ce que tu colles des... Je sais pas, des perles, Ah, j'ai passé par cette période. Ouais. À l'époque, je me rappelle, je ramassais des... C'était dans le 20e, il y avait beaucoup des ateliers chinois qui cousaient, qui jetaient dehors les bouts de tissu qui étaient brodés avec des paillettes, des trucs comme ça. Et je faisais des tableaux comme ça. Que tu as inséré aussi, les collages, j'ai inséré. Ah oui. Il y avait des collages avec le papier, après repeint, enfin, il y avait toutes sortes d'assemblages en fait. Je passais par toutes les périodes, par tous les stades. Et aujourd'hui, je me reviens vers, on va dire, le collage mental, mais sur un seul air de tableau. C'est-à-dire avec un seul technique. Explique-nous, parce qu'en plus on ne voit pas encore, oui. Je mettrai des tableaux après. Oui, mais plusieurs, ça peut être collage mental dans quel sens? Oui, c'est ça. Mental, mais dans le sens que je raconte une histoire par mes propres signes, mais ça fait un seul tableau, il n'y a pas de poids, de surpoids, il n'y a pas de collage matériel. D'accord. Voilà. Donc c'est peint tout simplement, c'est dessiné, il y avait aussi des écritures. Il y a beaucoup de couleurs dans ta peinture. Là maintenant, oui. C'est des couleurs primaires. Par monochrome, non, c'est des couleurs assez mélangées. Assez... Oui.
La couleur, elle tient beaucoup de place. La composition, la couleur. Mais ceci dit, quand je commence le tableau, j'ai une idée très fixe. Je sais ce que ça va être, parce que j'ai passé déjà, il y a toute une histoire dans ma tête. D'accord. Avant de commencer. Et là, je suis tombée sur les textes de Bergson, où il parle de le réel et le possible. Donc, le réel dans ma tête, il est là, mais en fait, c'est pas le réel. Après, il y a d'autres choses qui interviennent. Le tableau, il m'amène vers une autre histoire. C'est ça qui est incroyable. C'est ce dialogue qui s'installe entre l'image que je crée et ce que je veux créer. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu exposes? Oui, j'ai pas un site. Il y a Instagram, Facebook. Sinon, bienvenue. Ils sont là chez moi. Atelier, oui. Voilà, avec un grand Et puis plaisir. les murs aussi, donc, puisque moi c'est à Montmartre, je t'avais rencontré. À Montmartre, malheureusement, oui, il n'y est plus. Un mur éphémère. Oui. C'est un mur éphémère qui a été fait pour durer quelques temps. Et là, c'était de l'huile? Non, c'était l'acrylique, justement. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Non, l'huile, non. Pour les murs comme ça, oui. c'est l'acrylique. C'est soit les baumes, soit c'était sur une toile ou alors non, c'était peint. Carrément sur le mur. C'était peint sur le mur, ouais. Et ça a tenu? Et ça tient très bien parce que j'ai une technique c'est des couleurs qui sont faites pour. Donc tu fais un après et après c'est comme peindre les murs dans la maison. Sauf que c'est plus drôle. Oui, d'ailleurs, on pourrait faire ça un peu tous là. Enfin, toutes. D'aller peindre les murs, c'est pas mal, non? En tout cas, avec les colleuses. Oui, il y en a plein. On a plein de messages. Moi, je les prends toujours en photo. Oui, il y en a. Qu'est-ce que c'est les colleuses? Qu'est-ce que c'est les colleuses? Alors, les colleuses, il y en a peut-être un peu moins en ce moment, mais c'est une charte graphique avec des feuilles A4 blanches. C'est Marguerite Stern qui a créé cette technique et après qui s'est répandue dans plein de collectifs en France et partout dans le monde même. Et donc c'est des messages au départ contre les féminicides. Le collage type, c'est ça. Le collage type, c'est telle femme a été assassinée de telle manière par son conjoint le temps. À tel endroit, voilà. Et donc on va prendre des énormes pans de mur avec de la peinture, en général peinture noire, et on colle aussi des feuilles pour les espaces. Enfin, il y a une charte graphique précise. Il y a beaucoup dans le 13e. Si, c'est sûr. Mais il y en a partout. Je pense que tu as déjà vu des chartes graphiques. Après, ça a pu aller sur plein d'autres sujets, mais oui, c'est vraiment ces grosses lettres qu'on peint sur des feuilles. Donc il y a tout le moment où on peint, où après ça sèche, et puis après on colle sur les murs. Dans le direct. J'en mettrai en dessous du direct pour montrer ce que c'est. Après, ce sera intéressant de faire ça et laisser les plages vides blancs pour que les gens aussi puissent s'exprimer sur ces. Un peu comme je vois le concept, en fait, c'est marrant. Là l'idée c'est vraiment pas de reprendre l'espace, nous en fait. Et puis, le message se suffit à lui-même dans le sens où il est tellement fort. Donc oui, mais par contre, justement, il y a plein de personnes qui s'en sont saisies. Il y avait même eu une mobilisation justement des infirmières où elles avaient été adorables. D'ailleurs, elles avaient demandé si elles pouvaient reprendre le principe. Et donc avec d'autres couleurs, etc., elles avaient mis des slogans pour la défense de l'hôpital public. C'était avant le Covid même. En tout cas avant les confinements. Et donc, il y avait plein de messages... Comme ça aussi, ça a été repris. Il faut trouver les murs aussi parce que ça. Ça c'est. Il y a ça et puis c'est interdit. On est obligé de le rappeler. C'est très mal. Oui. Donc c'est interdit, d'accord. Mais du coup j'ai jamais fait. Jamais. Oh, tu as ça prêt aujourd'hui. Oui, non mais je ne fais que des choses tout à fait permises, bien sûr. Oui, non, c'est interdit. Alors après, c'est puni moins que si on tag, parce que ça se décolle quand même assez facilement. C'est interdit en fait. Oui, non mais c'est moins grave, parce que ça s'enlève plus facilement. C'est pas la détérioration de la détérioration de l'espace public, parce que voilà. D'ailleurs, il y a régulièrement des mecs qui s'acharnent, on voit les traces d'ongles à essayer d'enlever des messages contre les féminicides. Visiblement, c'est des pro-féminicides qui font ça, je sais pas. J'ai une question, pardon, je reviens du coup parce que ça m'intrigue. Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Ça peut être. Oui, ça c'est une bonne question parce que
c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste plasticien, on va dire, qui, comment dire, lié ni au théâtre, ni au cinéma, ni, on va dire, avec conventionné par un tel ou tel système, c'est vrai qu'il est seul. Bon, il est toujours seul dès le départ. De toute manière, je crois que chaque créateur, il est seul. Mais l'artiste aujourd'hui, c'est vraiment, il faut avoir beaucoup de courage. Tout à fait, ouais. Moi, c'est peut-être parce que ça me correspond comme caractère aussi, ou peut-être parce que j'ai grandi toujours comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis tellement introvertie que je ne communique pas. Au contraire, j'adore je suis assez... J'adore ma solitude. Mais j'en ai besoin aussi d'échanger, de voir le monde, j'en ai besoin de me nourrir, que les gens aussi se nourrissent, de montrer de ce que je fais, de partager en fait. Mais tu veux dire en fait que plasticien, peintre, photographe, etc., oui, c'est pas comme les comédiens ou les musiciens où on est en groupe. Oui, on n'est pas en groupe. Vous êtes seul. On n'est pas en groupe, on crée. Connecté avec sa richesse intérieure. C'est vraiment, on est vraiment partir de soi. Différemment avec le monde. Donc, moi, ça peut venir de n'importe où, tu vois. Je vais peut-être voir votre spectacle. Demain, donc, oui, demain, à 19h30. C'est à Marthe Galabru. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Et peut-être il y aura je sais pas, quelque chose qui va me parler. Ça peut être le texte, ça peut être, je sais pas, le visage, le geste. Tu vois, donc tout est propice. Tout est propice. Ça peut être la musique, le cinéma, le coin de la rue, l'arbre fleuri. Est-ce que le sujet des femmes t'a déjà inspiré? Ah bien sûr, il y a beaucoup de tableaux là-dessus. Peut-être moi... Dans ce que tu m'as envoyé, il y a une femme qui fait de la bicyclette. Oui, c'est une femme qui se promène avec une roue qui tourne. Oui. Comment je l'ai appelée, je ne sais plus. Bon, voyageuse, on va dire, avec le roue qui est un peu à la Sonia Delaunay. Elle traverse un trottoir qui est gris, avec enfin, le trottoir sur le passage piéton, en fait. Donc, il y a l'endroit où il faut, comme il faut. Et elle a un peu les couleurs, les fleurs, et elle amène une forme bizarre avec elle. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans ce quartier-là, abandonner un peu la route qui va nulle part, mais elle va nulle part sur cette route. Donc, je crois que la route de chaque être créatif, c'est un peu nulle part, sur un trottoir qui est, on ne sait plus ce que c'est, le gadou ou pas gadou, avec son bagage derrière elle, quoi. Ou derrière lui, enfin tout court. Son bagage de savoir-faire, des rencontres, des impressions, des rires, des pleurs, de tout, quoi. De qui on est. De qui on est, ouais. Et alors, rappelle-nous comment on peut se retrouver sur Instagram avec ton nom? Oui, sur Instagram, c'est Lena. L-E-N-A. L-E-N-A. Le soulignement en bas, là. Underscore. Oui, underscore. Golovina, G-O-L-O-V-I-N-A. Et à Facebook aussi. Oui, 1969. Ah bon, d'accord. Parce qu'apparemment, il y a plusieurs Lena et on n'arrive pas à J'ai trouvé. Voilà, super. Alors, pour clôturer, j'ai des excuses pour, voilà, par rapport à Rania Awada qui devait intervenir, mais alors, voilà, et Sylvana Laurens également, pour son livre Madame Cardin. Mais effectivement, mon téléphone est en train de filmer. Et donc, je ne pouvais pas du tout. Et effectivement, Stéphane a appelé sur le téléphone de la radio. Donc, c'est pour ça que j'ai pu le prendre là et que j'ai pas pu... je m'excuse vraiment. J'aurai l'occasion de vous faire revenir voilà, physiquement ou voilà, peut-être la semaine prochaine par téléphone. Mais on peut même pas passer la musique pour l'instant. C'est en train de se réparer, c'est bien. Juste pour terminer, alors la place de la femme dans la société.
Déjà, je dirais qu'il n'y a pas la femme. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, vous, récemment. C'est The- la the- femme. the- C'est comme le noir, le juif. On ne sait pas qui c'est. Bon. Donc, il y a les femmes, déjà. Et ouais, ça, c'est la condition des femmes dans la société patriarcale. Ben, Donc c'est pluriel. ah oui, parce qu'en fait, le fait de dire la femme, c'est évidemment, c'est pas votre faute à vous. Hein. C'est pour ça qu'on dit le 8 mars, la journée de la femme. En fait, on fait ça qu'avec les opprimés. C'est-à-dire qu'on va en faire un groupe homogène, justement, pour pas voir qu'il y a... c'est un groupe hétérogène avec des individualités, avec des pensées, avec des décisions, etc. On va en faire un groupe pour, justement, pour qu'on devienne la femme, qui est ce truc à mi-chemin entre la femme prostituée, la mère vierge en même temps, enfin, un truc comme ça. Donc... bien sûr, donc le but c'est d'arriver à dire les femmes et d'ailleurs c'est vraiment un truc d'opprimé, c'est-à-dire que maintenant si on dit tel jour c'est la journée de l'arabe, je suis désolée, ça choque tout le monde, enfin je veux dire il y a un truc qui est compliqué. Bon bah là on se demande pourquoi le 8 mars, journée de la femme, ça choquerait personne. Donc c'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes depuis plus de 100 ans. Donc c'est important de dire les femmes et maintenant il y a... on commence à parler des droits de l'enfance, pareil, il n'y a pas l'enfant, là je sais pas qui c'est, il y a les enfants, il n'y a pas l'animal, il y a les personnes animales, enfin voilà. Et c'est une façon déjà de remettre de l'individualité, d'en faire des personnes. Et alors quelle place? Quelle place pour les femmes? Ouais. Ça progresse, ça en est où? Non, ça régresse, désolée. Ah, voilà. Si, au plan international, non, mais là c'est très très clair. Hein, tous les chiffres, toutes les études le prouvent. Déjà avant, ça régressait, c'est-à-dire que dans les instances internationales, il y a de moins en moins de pays qui s'expriment sur les droits des femmes. À la conférence d'Istanbul, qui était il y a déjà 20 ans, il y avait beaucoup plus de pays qu'à la dernière conférence qu'il y a eu. Il y a de plus en plus de pays où les droits des femmes régressent. Et avec le Covid, selon les calculs, on a perdu 36 ans. En matière d'égalité et de lutte contre les violences, en matière de droits des femmes, on a perdu 36 ans. On a vu la violence qu'ont reçue les infirmières. Ah bah oui. Non mais bien sûr, mais ça compte aussi. Et en fait, le fait de Macron, dans plein de ses discours, a vraiment parlé au masculin de tout un tas de catégories de personnes où il y avait une immense majorité de femmes, ce qui était insupportable. Donc ça invisibilise et qu'on en fasse... on va vous applaudir, genre ça va vous faire plaisir parce que vous êtes susceptibles à la flatterie, vous êtes des femmes, ça vous fait plaisir. Mais après, on vous maltraite, on vous vire et on vous paye pas. Et je veux dire, c'est quand même extraordinaire. C'est le traitement, patriarcal des femmes, oui. Et donc, si nous avons une femme présidente, ça va peut-être pas améliorer la chose non plus. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Qu'est-ce qu'on a en stock? Alors, bon, non, on parle pas politique, non, pitié. Oui. Alors, bon, sinon, la place de la... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore? L'idée, moi, voilà, j'aime bien les hommes, je veux dire, voilà. Je veux juste l'égalité. C'est pas énorme. Déjà, vouloir l'égalité avant d'avoir aboli les violences sexuelles et les féminicides, ça me semble fou, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'égalité tant que le viol existe. Donc c'est Andrea Dworkin... Pardon, vas-y. Non, pardon, je disais juste une meilleure justice. Meilleure oui, justice. Non mais tout à fait, la fin de l'impunité, c'est déjà une sacrée... Là, vraiment, si au lieu d'avoir 99% des violeurs qui passent pas par la case prison, on avait 99% des violeurs qui passent par la case prison, déjà ils auraient vachement moins intérêt à nous violer. Je sais pas comment dire. Il y aurait une norme sociale que, non, on viole pas les femmes, c'est comme ça, et donc ils auraient plus intérêt à le faire, et en fait, il y en aurait déjà beaucoup moins. Je veux dire, et à chaque fois, il y a des gens qui me disent, mais tu sais pas, tentons juste pour voir. Ça va faire une sacrée chute démographique. Mais c'est pas... C'est vrai qu'avec Darmanin et Co, on se dit que de toute façon, tout peut être fait en toute impunité. C'est vrai que le message envoyé était hyper rude pour toutes les femmes qui ont connu des violences. Moi, je sais que je l'ai hyper mal pris. J'ai mis un moment à digérer. Pourtant, je travaille sur ma colère envers la gente masculine. Mais là... Elle est belle, cette colère. Elle est belle, elle est forte, elle est juste. Il faut pas qu'elle nous... Si, en fait. Il faut pas qu'elle nous bouffe. Mais par contre, c'était Leïma Ngboui, qui a été prix Nobel de la paix, une femme d'Afrique subsaharienne, pardon, le pays m'échappe,
une grande militante et qui disait elle est temps que les femmes cessent d'être poliment en colère. C'est-à-dire que non, on en a besoin de cette... C'est pas même pas moi qui l'ai dit. On en a besoin de cette colère-là. Elle est belle et elle est juste et elle a rien à voir avec leur haine à eux. C'est-à-dire que non, nous, elle est bien placée. C'est de la légitime défense. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à se battre et à survivre aussi. Donc pour moi, la grande clé, c'est la sororité. Ah, mais c'est voilà, évidemment. J'allais dire lutte et sororité. Voilà, si j'avais 2 mots à dire, parce que je ne parle pas aussi bien que toi, mais lutte et sororité, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Mais tu parles Les très bien. arbres, mais voilà. Et réconciliation aussi, parce que vraiment j'insiste sur le fait qu'il y a des hommes extraordinaires. Et moi j'ai pas envie de généraliser, je suis entourée d'hommes fabuleux. Moi je généralise pas, j'ai donné des faits, des chiffres. Je dis pas toi, hein, parce que souvent je parle vraiment par rapport à mes expériences ou des choses qui peuvent être dites. Et c'est vrai qu'on rencontre aussi des hommes avec une grande sensibilité, avec un féminin tellement là, tellement présent, et qui font, voilà, comme Stéphane finalement, je veux dire, il n'est pas devenu président de cette association sans il y a une histoire, c'est pour ça. Sans raison, donc voilà. Réconciliation aussi, j'ai besoin d'un coup de paix. Mais on se réconcilie avec qui n'est plus en train de commettre des violences. Et donc pour on prend pas une partie, hein, quand même, des agresseurs, ils continuent. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas se réconcilier avec des gens qui continuent. Non, mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire d'une Autolmen. C'est un petit peu comme si on était dans une lutte syndicale. Et qu'il y en avait qui disaient non mais quand même c'est pas tous les patrons, il y en a des biens. C'est pas la question. On est dans une lutte sociétale, systémique, et s'il y en a qui le prennent contre eux, notre lutte féministe, j'ai envie de dire c'est qu'ils ont l'empathie bien mal placée. Parce que nous on est en train de survivre à des viols, on est en train de compter nos mortes, donc s'ils sont vexés parce qu'on dit bonjour à toutes et à tous, au lieu de dire bonjour à tous, j'ai envie de dire tant pis. Il y a du boulot. Hein. Oui. Stéphanie, tu voulais dire non, mais du coup, moi, ça m'a évoqué qu'on a eu avec toutes ces histoires du Covid. Moi, je baigne beaucoup dedans depuis 2 ans. Et comme tout le monde, hein, mais de façon très très intense. Oui, vas-y. Et du coup, il y a les mamans loups. Et puis, c'est surtout qu'on a attaqué les enfants. Hein. Donc ça, c'est terrible. Les mamans louves, oui. Et donc, les mamans louves ont été créées pour justement défendre les enfants. Et une association constitué les papas loups. Ah, mais tu sais, et donc je pense que ça c'est une victoire aussi. Bien sûr. Oui. Alors après, par contre, dans le partage des tâches ménagères, dans les couples hétérosexuels, on est toujours à 80% de cette charge, de cette exploitation domestique. Attends, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas moi. Hein. 80% des tâches domestiques et éducatives sont faites par les femmes. C'est un chiffre de l'INSEE, français, qui date d'il y a 2 ans. J'ai pas cette expérience-là autour de moi, mais... tu as de la chance. Oui. Je l'ai connu non, mais de toute façon, oui. L'expérience individuelle, en fait, c'est pas important. C'est-à-dire que à ce moment-là, on peut se battre en expérience individuelle, mais ça sert à rien. Étant donné que je suis seule avec ma fille. Moi aussi, c'est 100% déjà. Ah oui, déjà 80% des familles monoparentales, en fait, c'est des femmes avec des enfants parce que monsieur, il fait pas ce qu'il faut, voilà. Pas ma situation actuelle, mais dans le passé, oui, carrément. Oui. 100%, 80, 90. Allez, Léna. Moi, c'est toujours, ce qui me concerne, ma vie personnelle, les pères de mes 2 fils, ils sont occupés autant que moi, même parfois plus. D'accord, et les tâches ménagères, par exemple La santé des enfants. Ouais. La santé, tu veux dire quand ils sont malades et qui restait? Pareil, c'était... Penser au vaccin, un truc comme ça. Mais je veux dire que c'est sûr que... Mais c'est moi aussi qui a choisi parce que je savais que d'abord j'aime ça, la cuisine, la ménage, c'était partagé. Le ménage, non, pas vraiment. C'est-à-dire que je fais la cuisine, tu fais la vaisselle, c'était comme ça. Okay. C'est pas mal ça déjà. Voilà, c'est un bon début. Et même avec les filles, c'était comme ça. Oui, les poubelles, c'est qui vient, qui sort le premier. C'est du mot. Allez. Donc, j'étais en train de réfléchir, mais la plupart des compagnons que j'ai pu avoir, non, c'était au feeling, partagé. Ouais, il n'y avait pas de... D'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec ma mère, parce que c'est vrai que moi j'ai été éduquée, parce que j'ai grandi à la campagne, dans le Berry profond. Et donc du coup, mes tantes, je me souviens à 25 ans, toujours pas mariée, toujours pas d'enfant, je me souviens de mes tantes qui m'ont dit...
tu aimes faire à manger, t'adores faire le ménage. Oui, Et il me tu es dit, bonne oh à mon marier. Dieu, ouais, Bravo. je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fui très rapidement. Voilà, Bravo. mais Excellent non, choix. voilà, je vois mon beau-frère que j'adore, il fait tellement aussi, Ah ouais. on n'a pas l'impression qu'il y a un rôle pour ma soeur ou pour lui, quoi. Non, non. Non, et mes compagnons, non, ils mettaient la main. Non, c'est même pas, j'aime pas dire ça. C'était pas, enfin voilà, c'était D'accord. partagé. T'as envie de faire à manger ou je fais, ou je sais pas. Non. Et toi, Tiffen? Moi déjà, du coup, je choisis de vivre soit seule, soit avec des femmes, donc j'ai beaucoup moins ce problème. Mais en tout cas, oui. dépend des En femmes. fait, nous, quand on accompagne, déjà dans la lutte militante, et puis quand on accompagne des femmes, on constate les mêmes choses, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est quand même les résultats des chiffres, et ils évoluent pratiquement pas depuis 30 ans. C'est une catastrophe, hein, je veux dire. Et là, avec le Covid, ça s'est aggravé. Ah oui. En fait, les femmes ont fait encore plus qu'avant. Et en plus de ça, elles étaient la psy familiale. Et elles ont... Il y a eu vraiment des articles très intéressants là-dessus. Et puis des études. Mais le principe, c'est que, en fait, pour avoir la paix du foyer, elles demandaient même plus. Parce que sinon, après, c'était l'enfer, on ne pouvait pas sortir. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, il y a eu une explosion, évidemment, des violences conjugales, puisqu'ils les avaient sous la main. Et des divorces, Et des violences pédocriminelles. Donc ouais, et puis des maltraitances infantiles, enfin un peu de tout. Donc oui, et c'est pour ça que je pense que la sororité est la clé, c'est que elle s'agit pas d'une sororité où on se traite en copine, c'est pas ça. Quand les hommes ont marqué égalité, liberté, égalité, fraternité sur tous les monuments nationaux, ils savaient très bien que ça voulait pas dire qu'ils étaient tous potes, c'est pas ça. Puis d'ailleurs ils ont mis fraternité pour qu'on comprenne bien que la liberté et l'égalité c'est pas pour nous. Hein. Ils ont mis fraternité. Ils ont pas mis sororité, pour... c'est vrai. Ah ben non, mais ils ont mis fraternité. Mais à l'époque, les femmes n'avaient aucun droit, de toute façon. Ouais, déjà. C'est très clair. Mais ils ont mis liberté, égalité, et pour qu'on s'enflamme pas, ils ont mis fraternité derrière. Ça veut dire qu'ils sont tous frères. Les sœurs, rien à faire. C'est pas dedans. On n'est pas dans la devise républicaine. Donc oui, il va falloir refaire ça aussi. Ouais. Et en fait, cette sororité, c'est un acte citoyen. C'est-à-dire que ça s'applique particulièrement quand on n'est pas d'accord les unes avec les autres, voire on ne s'apprécie pas. En fait, on va faire preuve à ce moment-là de sororité, c'est-à-dire ne pas s'acharner, ne pas se monter les unes contre les autres, parce que toute division entre opprimés ne bénéficie qu'à l'oppresseur, et que la division entre opprimés, c'est la base de toute oppression, c'est là-dessus qu'elle fonctionne. Et donc l'instant où l'ensemble des femmes sur la Terre, ou en tout cas une bonne partie d'entre elles, se rencontrent qu'elles forment une même peuplesse, là, ça va commencer à faire bouger les lignes. Et ça a été le cas pour toutes les luttes d'oppression, ça a été le cas dans les luttes antiracistes aussi. C'est l'instant où, malgré la division entre opprimés, il y a un maximum d'opprimés qui se retrouvent et qui s'allient. C'est là que les choses bougent. Donc c'est pour ça que moi, j'écris, je joue pour les femmes. Et donc s'il y a des hommes dans la salle qui en prennent des choses, écoutez, tant mieux, hein, c'est encore un privilège qu'ils ont de pouvoir m'entendre. Mais moi, je n'écris et je ne joue que pour elles. Parce qu'en fait, d'abord parce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mes cheveux, et ensuite parce que si je commençais à penser à eux, il y aurait cette censure. Parce qu'il y en a qui se vexent quand je leur demande de m'appeler madame et pas mademoiselle, je veux dire. Mais ils se vexent, il y en a un, une fois, c'était un serveur, on était 10 femmes, déjà il commence à me dire « Alors mesdames, vous êtes toutes seules ?» On se regarde, on se dit « Mais on est 10 quand même !» On a l'air seul. Ça voulait dire sans homme. Super. Donc déjà, il nous avait... Et puis il dit, ah, mademoiselle. Et donc, non, madame. Mais si, vous avez l'air jeune. Non, mais on s'en fout. Madame, depuis la naissance, c'est comme ça. On se redéfinit pas par notre statut marital avec un couillu, merci. Et là, machin, et le mec, il commence à pleurnicher pour de vrai. On avait roulé le truc, quoi. Ah oui. Mais oui, mais ils ont tellement pas de problème dans leur life. Ils pleurent pour ça en disant, mais non, mais c'est quand même un joli mot. Et je dis, oui, c'est un super joli mot. Ça veut dire ma petite pucelle, quand même. Hein. C'est vrai. Ah oui, non, mais étymologiquement, il faut quand même savoir. Ça veut dire ma petite pucelle, mademoiselle. Et il y avait mon damoiseau avant. Mais là, c'est bizarrement, ils l'ont retiré. Parce que mon petit puceau, ça les saoulait. Alors, nous, c'est madame depuis la naissance, comme eux, c'est monsieur depuis la naissance. Et on ne se définit pas sur notre statut marital. Basta. Et ben ça l'a fait pleurnicher. La bêtise, c'est pas qu'une histoire de genre. Hein. Parce que je trouve que la définition des hommes autour de... Mais non, mais... Non, c'est un peu dur, je suis désolée, moi j'ai un petit peu de mal. C'est féministe, c'est un discours féministe. Oui, alors moi je parle... tout à l'heure, mais parce que Adeline, ça fait du bien. Non, moi ça me fait pas du bien, je suis désolée. Je parle de manière...
être les hommes contre les femmes, je suis pas sûre que ça fasse avancer la cause. Ah non. Bah, les hommes sont contre les femmes, c'est un fait. Non, pas Ah bah tous. si, il manque des centaines de millions de femmes sur la Terre. Il y a une femme sur 5 en Inde, par exemple, qui n'est plus là. Les hommes mènent une guerre contre les femmes. C'est pas les féministes qui sont contre les hommes, c'est les hommes qui sont contre les femmes depuis des millénaires. Et les féministes, elles, sont des résistantes. Et l'ensemble des droits qu'on a aujourd'hui, on les doit tous à des femmes qui parlaient comme moi et à qui on a dit qu'elles exagéraient. Donc moi, j'ai jamais nui à aucun homme. Ils vont tous très très bien. Et c'est Malcolm X qui disait, parce qu'à l'époque de la lutte contre la ségrégation, ça commençait où il y avait, ça nous semble bizarre à imaginer, mais des personnes racisées qui disaient, mais quand même, des blancs, il y en a des biens, il ne faudrait pas les vexer. Et puis ouais, il y en a quand même des super. Et Malcolm X leur disait cette phrase, par ailleurs c'était un énorme misogyne proxénète, mais leur disait cette phrase, il leur disait... Vous êtes au milieu de l'océan, dans la tempête, et vous ne savez pas nager. Et vous êtes en train de vous inquiéter et de défendre des gens qui savent nager et qui sont dans leur baignoire. Et c'est démesuré, en fait. Et là, en réalité, moi, ce que je fais, c'est placer la colère au bon endroit. Et oui, systémiquement, au niveau des chiffres, au niveau des études, au niveau de la réalité historique, au niveau de toutes les sœurs que depuis 15 ans, je rencontre et j'accompagne, bah oui, c'est la réalité. Et pour pouvoir combattre cette réalité-là, il faut la voir. Après, je ne suis pas en train de dire lui et lui et lui, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle d'un projet de société et d'une société. Et on a un problème de société avec la caste des hommes aujourd'hui, qui bénéficient de cette oppression, qu'ils le veuillent ou non. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'eux, justement, aussi, pour faire évoluer les choses? Alors, historiquement, toutes les luttes contre une oppression, ça ne s'est jamais passé avec les oppresseurs en grand nombre. Il y en a quelques-uns qui aident. On peut peut-être innover, voir un tournant, parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les changements de société n'ont pas fonctionné de la manière dont on faisait les choses, donc peut-être qu'on peut œuvrer différemment. Si, ça a quand même fonctionné. L'esclavage, par exemple, ça n'a pas complètement disparu, mais ce n'est plus un phénomène de société acquis partout. Si, ça marche. Ça marche de s'entraider entre nous et de ne pas les laisser, comme un peu là, se mettre entre nous, en fait. Bon, parce qu'en réalité, moi, je suis aussi une artiste et je fais de l'humour. Et voilà. On a presque plus de batterie. Oui. C'est juste pour ça. Géraldine me fait des grands signes pour me dire qu'il y a presque plus de batterie. Donc, je vous remercie voilà, d'être venus. Merci. Merci. Débattu voilà, ici à Radio Armada. Et bon, ben, vous êtes les bienvenus, hein, toutes. Voilà. Donnez-nous des nouvelles, hein, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'interviendrai vendredi au Bar et au Chaud pour une chronique. Et je crois qu'elle va être sucré-salé. Jeudi, tu as un spectacle. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Et oui, je suis cordonnier. Et donc en fait, et jeudi, mon spectacle, oui, bon, c'est pas vraiment un spectacle, mais c'est un concert. Voilà. Voilà, c'est un concert de jazz au Petit Journal Saint-Michel. Voilà, en quartet. C'est jeudi à quelle heure? À 21h. Et donc ce sera au moins une fois par mois, c'est ça? Oui. Donc on va te suivre alors. Donc un concert, c'est un spectacle. On va aller la voir. Magnifique voix. Merci beaucoup. Véronica Antonelli. Merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous.